Je suis gynécologue obstétricien, je m'occupe depuis maintenant une bonne dizaine d'années du centre des maladies trophoblastiques à Lyon. François Golfier, qui est notre patron, est coincé dans les bouchons. Il aurait dû faire le mot d'accueil à ma place, évidemment, mais il va nous rejoindre. Les Lyonnais ont un peu de mal à circuler aujourd'hui entre la visite du président et les bouchons divers et variés. C'est un petit peu compliqué, mais les choses vont se faire au fur et à mesure. Mais merci à tous ceux qui sont venus de loin, ou en tout cas plus loin que la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ah ben voilà, il arrive, il suffisait d'arriver. Maintenant, il va pouvoir prendre la suite. Il faut qu'on remercie chaleureusement la SFOG, la Société française d'oncogynéco, qui avait proposé cette mini SFOG. En tout cas, et c'est vrai que c'était une initiative qu'on n'avait pas expérimentée à Lyon jusque-là, et on était très content qu'on nous demande de parler des maladies trophoblastiques pour ça. Les topos d'ailleurs seront filmés, donc vous pourrez, pour ceux qui sont membres de la SFOG, les retrouver sur le site. C'est important. Et il faut qu'on remercie le laboratoire Roche. J'ai perdu les représentants du laboratoire Roche qui devaient être à l'extérieur, qui finance cette journée. C'est vrai que c'est un soutien très, très précieux d'avoir l'industrie pharmaceutique. Et de toute façon, je pense vraiment désintéressé parce qu'on n'a pas de molécules à proposer pour Roche dans les maladies trophoblastiques. Donc vraiment, c'est très bien de pouvoir avoir ça. Étienne Jarry, qui est la société d'organisation de la SFOG, qui nous a permis d'organiser tout ça aussi. Donc merci à toutes ces personnes-là. Merci aussi à ceux qui font tourner le centre au quotidien. Alors elles sont au fond, comme toujours, elles se cachent, mais vous vous retournerez discrètement. Et c'est pour ceux qui échangent pour les patientes, vous voyez leur mail en tout cas, et si elles n'étaient pas là, le centre ne serait pas ce qu'il est. Donc c'est très important. Vous verrez comme ça dans cette journée les différents membres du centre, et on pourra revenir en discutant sur l'organisation du centre. C'est vrai que la base est à Lyon, mais qu'il y a des centres collaborateurs depuis quelques années. Alors certains tournent mieux que d'autres. Le centre parisien tourne très bien, et Jean-Pierre Lotz vous parlera de choses un peu plus techniques. Et en tout cas, il se présentera lui-même. Les Marseillais tournent bien aussi. Et il devait y avoir un centre aussi à Tours qui est un petit peu moins dynamique. Il faut être clair, mais c'est le hasard des choses. On va essayer de commencer. Alors, ce topo devait être fait conjointement avec Pierre-Adrien Bolz, qui est le troisième gynécologue obstétricien du centre, mais qui est aussi coincé dans les bouchons. Et donc, je vais commencer le topo sur lui, et peut-être que s'il arrive, nous arriverons comme ça à faire le topo en binôme, mais c'est pas certain. C'est des généralités, on va aller très vite. Il y a des choses qui sont sans doute très claires pour certains. Il y a des oncologues dans la salle, donc il y a un petit peu de clichés d'écho et de choses qui sont très en amont de ce qu'ils sont amenés à voir, mais je pense que c'est utile. Il y a le cadre global qui est les maladies trophoblastiques gestationnelles, dans lequel il y a des situations qui sont, c'est difficile à exprimer correctement, mais des facteurs de risque de malignité sans doute, que sont les môles complètes et les môles partielles, et puis des formes authentiquement tumorales, les môles invasives, les choriocarcinomes, et puis des tumeurs un petit peu plus rares dont on vous reparlera cet après-midi, mais aussi quelques tumeurs bénignes dont les anapathes peut-être diront un mot de sites atypiques et autres qui sont importants à connaître, parce que dans vos comptes rendus anapathes, ça évite de déclencher le plan hors sec pour des choses qui sont finalement sans doute plus simple. En termes d'épidémiologie, on a dit beaucoup de choses. On a eu l'impression qu'il y avait des incidences extrêmement élevées dans certains pays d'Asie. C'est sans doute vrai et plus élevé que chez nous, mais il y a aussi sans doute un effet centre. Et on peut retenir que en France, en tout cas, l'incidence des maladies trophoblastiques, et en tout cas des grossesses molaires notamment, est d'à peu près une grossesse sur 1000. Et on est juste si on dit ça. Qu'il y a sans doute un petit peu plus de grossesse molaire partielle que de grossesse molaire complète. C'est pas toujours très simple, et pareil, les anapathes en parleront sans doute mieux que moi. Dans certains pays, il semble que ça diminue. Dans d'autres, les Pays-Bas, ils avaient trouvé une tendance à l'augmentation de l'incidence. Globalement, il n'y a pas de révolution, et c'est à peu près simple. Il n'y a pas de facteur de risque très clairement décrit. Finalement, on peut trouver plein de choses, mais qui vont peu nous aider pour le diagnostic. Se rappeler qu'aux extrêmes de la vie reproductive, et notamment sur des patientes plus en fin de vie reproductive, voire même ménopausées, si une grossesse survient, il y a un très haut risque que ce soit une grossesse molaire.
Pour des choses très simples pour aborder les deux types, si on réfléchit sur ce que c'est qu'une grossesse molaire partielle, c'est une triploïdie par diandrie. Alors je ne sais plus si Sophie et Lucie en parlent. Donc tu vois. Et c'est on va pas discuter très longtemps des mécanismes, mais finalement il y a je suis allé trop vite, des situations où il va y avoir une triploïdie, mais qui va être une triploïdie par digynique, et ces situations-là, qui sont donc des situations authentiquement triploïdes, mais qui ne seront pas des grossesses molaires partielles. On en reparlera après. Les grossesses molaires partielles, ce sont seulement celles où le set de chromosomes supplémentaires est d'origine paternelle. Donc 3 N chromosomes, ça évoluera toujours par une fausse couche. C'est François Golfier qui m'a appris les maladies trophoblastiques, qui m'a appris que c'était une fausse couche un peu particulière et qu'il fallait la traiter comme telle. Et il y a des éléments embryonnaires qui vont être présents, et possiblement en échographie et aussi en histologie. Le risque de tumeur trophoblastique, on peut discuter, mais il est sans doute très faible, et on retient actuellement qu'il est probablement inférieur à 1%. Voilà des exemples d'échographie. On va très vite avec ce placenta complètement vésiculaire, un sac gestationnel et puis un petit bout d'embryon qui, dans ce cas-là, avait fini par s'arrêter. On était très avancé. Pareil, même chose ici, avec une faible vascularisation pour ceux qui font de l'échographie. Pour les grossesses molaires complètes, je vais passer rapidement sur les animations. On est sur des karyotypes diploïdes, mais qui sont des karyotypes diploïdes par diandrie aussi, c'est-à-dire que la totalité du matériel génétique est d'origine paternelle. Qui a un rôle clairement de l'empreinte parentale. Il y a quelques petites subtilités qui seront abordées dans la génétique cet après-midi. Il n'y a pas d'éléments embryonnaires avec des petites subtilités dont vous reparlerons les anapathes sur des formes très précoces. Que dans la majorité des cas, ça va évoluer de façon favorable, avec malgré tout un risque de tumeur trophoblastique de 15%. Quelques exemples, clichés un peu anciens, un peu plus récents, d'échographie, avec l'aspect qui était autrefois annoncé en tempête de neige, quand on avait une machine avec une manivelle sur le côté pour la faire démarrer, mais maintenant nos machines démarrent toutes seules et on n'a plus du tout la tempête de neige, et c'est plutôt de la mie de pain ou du gruyère, je ne sais pas comment on voudrait appeler ça, mais je ne vois pas où est la tempête de neige là. Un cliché d'IRM prêté par nos collègues parisiens d'une grossesse gémellaire, en tout cas, mais qui on voit ici un placenta normal, et tout ça, c'est de la grossesse molaire. Alors, Pascal Rousset nous en reparlera. Sur les moles simples, on n'est sans doute pas obligé de faire de l'IRM, sinon les radiologues vont exploser en termes de demande. Quand on regarde si c'était aussi une grossesse gémellaire, voilà à quoi ça ressemble à 18 semaines d'aménorrhée après une interruption médicale de grossesse, pour comprendre un peu les choses. On voit que c'est finalement peu vascularisé. Pour terminer sur cette physiopathologie simple, ce qu'on disait, quand il y a une surexpression paternelle du génome, ça va donner une mole partielle ou une mole complète. S'il y a une surexpression maternelle, ça donne une triploïdie par digynie, mais ça n'évolue pas vers une maladie trophoblastique. La présentation clinique qui traîne dans tous les bouquins est devenue très exceptionnelle. On n'est sans doute pas très bon en gynéco pour évaluer en âge gestationnel le volume de l'utérus, mais il reste des choses qui sont assez classique. C'est surtout quand même les métrorragies qui dominent les choses. Savoir penser aux hyperthyroïdies pour arriver au prééclampsie, ça sous-entend que les grossesses se poursuivent très longtemps, et maintenant le diagnostic est souvent fait par échographie et avec un éventuel taux d'HCG. Sur cette étude déjà un petit peu ancienne de nos collègues américains, ils avaient pris leur série historique et une série aussi historique mais plus tardive. Et finalement, on voit que déjà la présentation avait beaucoup changé finalement, et que les syndromes de détresse respiratoire, les hyperthyroïdies étaient devenus très exceptionnels, et que c'est surtout effectivement des saignements, un gros utérus, et donc finalement des choses très proches d'une fausse couche classique. En échographie, on n'est pas excellent pour le diagnostic des grossesses molaires. La valeur prédictive augmente plus on avance en terme, mais le but, c'est pas d'attendre très longtemps finalement. Et que l'HCG qu'on a toujours en tête, il n'est pas si souvent augmenté que ça. 46% des moles complètes sont supérieures à 100 000 sur une étude déjà aussi un petit peu ancienne, en le disant la tendance à plutôt améliorer le terme de grossesse auquel les choses sont faites, et encore moins élevé dans les moles partiels, donc on ne peut pas se baser sur ce point-là, et ça vous sera redit, c'est l'histologie qui est importante. Une série un petit peu ancienne d'une dizaine d'années sur l'échographie aussi, je passe. Comment on traite une grossesse molaire ? Il faut évacuer l'utérus et on fait une aspiration comme on ferait une aspiration pour une fausse couche. Nous, notre habitude, c'est de mettre un petit peu d'ocytocine en fin de procédure pour aider l'utérus à se contracter.
On peut utiliser, si c'est votre habitude, du cytotec, en tout cas du misoprostol, pour préparer le col de l'utérus, même s'il y a pu y avoir des discussions sur l'évacuation unique par misoprostol, mais si ça simplifie l'aspiration, vous pouvez. En France, on recommande une injection de Rofeelac chez les patients de résus négatifs. Nos collègues anglais sont moins formels, ça ne nous paraît pas très compliqué. Une étude déjà ancienne du centre publiée montrait qu'il y avait des rétentions post-curtage extrêmement fréquentes, largement supérieures à une grossesse classique, et donc on recommande qu'il y ait un contrôle d'échographie après la première aspiration, en prévenant les patientes qu'il pourrait y avoir une deuxième aspiration. On ne recommandera jamais, sauf en urgence, le troisième curtage. Si on n'y est pas arrivé en 2 fois, on n'y arrivera pas mieux en 3. On l'a dit, le risque de tumeur trophoblastique, il est surtout important pour les môles complètes et beaucoup moins pour les môles partielles. Et donc, c'est ce qui justifie ce principe de surveillance des HCG jusqu'à normalisation, puis de façon mensuelle. Et ce sont les courbes semi-logarithmiques que vous reverrez largement et que vous connaissez dans nos échanges par mail. Les modalités de surveillance en France, elles ne sont pas les mêmes partout dans le monde, mais qu'on avait recommandé au moment des recommandations pour la pratique clinique. Après une môle partielle, on surveille de façon hebdomadaire jusqu'à normalisation. Et puis, on contrôle cette normalisation sur 2 ou 3 dosages et on peut considérer qu'on arrête et on autorise une nouvelle grossesse. Du fait du risque d'évolution à distance plus élevé pour les môles complètes, on va proposer une surveillance un petit peu plus prolongée de 6 mois après la normalisation. Et si la patiente a été traitée pour une tumeur trophoblastique, nos recommandations, qui c'est vrai sont assez arbitraires, mais qui nous paraissent avoir du sens, sont surveillées pendant 12 mois après une monochimiothérapie et 18 après une polychimiothérapie. Est-ce qu'on peut utiliser une contraception? Oui, et je passe très vite aussi, aucune contraception n'est contre-indiquée. Il ne faut pas que ces patientes tombent enceintes dans la période de surveillance. Donc, on leur propose une pilule œstroprogestative sans arrière-pensée, en l'absence d'autres contre-indications, mais également un stérilène où c'est vrai qu'on attend plus volontiers que les HCG soient négatifs pour ne pas se poser des questions sur une éventuelle rétention. En tout cas, c'est peut-être pas la peine de le poser tout de suite après l'aspiration. Les tumeurs trophoblastiques gestationnelles, qui sont donc l'entité maligne en tout cas, on l'a dit et on le répète, elles font suite dans la majorité des cas à une grossesse molaire, mais elles peuvent aussi faire suite à une grossesse entre guillemets normale, une fausse couche spontanée, une grossesse normale, une grossesse ectopique. On considère que le choriocarcinome gestationnel, et on va y revenir, est d'emblée considéré comme une tumeur trophoblastique et malheureusement on ne dispose pas de facteurs de risque pour savoir quelles patientes vont évoluer vers une tumeur trophoblastique. Il y a des critères très précis dictés par la FIGO. C'est l'évolution anormale des HCG, soit les HCG qui stagnent sur 4 dosages successifs hebdomadaires, et ça ne sert à rien de faire des dosages plus fréquents que hebdomadaires, parce qu'on se basera là-dessus, soit une augmentation sur 3 dosages successifs. Et dans les recommandations, et je l'ai mis en tout petit, il y avait la notion d'HCG reste en positif très à distance. On revient un petit peu sur cette notion-là, mais ça reste dans les recommandations officielles de la FIGO. On l'a dit, un choriocarcinome gestationnel est d'emblée une tumeur trophoblastique. Voilà quelques exemples de courbes déjà anciennes, mais qui sont très classiques. Une aspiration, une deuxième aspiration, ça diminue bien, ça remonte. En théorie, on peut porter le diagnostic dès ce moment-là. Et on va organiser le bilan d'extension, dont Pascal Rousset vous parlera ensuite. Même chose sur une stagnation ici. On ne se précipite pas dès qu'il y a un HCG qui stagne. Le bilan d'extension, ça vous sera rappelé après, juste bien demander à vos radiologues de demander la mesure des images, et quand on le voit, c'est pas toujours fait, et ça compte dans le score FIGO, et parfois on nous répond, bah voilà, il y a telle image, en tout cas, où on compte 3 nodules pulmonaires, mais on n'a pas la taille, c'est un petit peu embêtant. Et puis pareil, Pascal vous parlera du PET scan, je passe rapidement, des exemples. Dominique Thigault connaît cette patiente, en tout cas, qui était une patiente de l'HFM. Le score FIGO qui est utilisé, c'est pas toujours très simple de comprendre certains items. Donc vous voyez qu'il y a des items qui sont purement cliniques, l'âge de la patiente, l'intervalle, et on va y revenir, entre la grossesse précédente et le début de la chimiothérapie. Et la grossesse précédente, le plus souvent qui va précéder la tumeur trophoblastique, c'est la grossesse molaire qui a été évacuée. Et il est fréquent qu'il y ait une surcotation du score en disant la patiente elle a eu une grossesse molaire qui a été évacuée au mois d'août, mais elle avait accouché il y a 1 an. J'ai l'impression que la grossesse précédente, c'est l'accouchement d'il y a 1 an. Pas du tout. La grossesse précédente qui a donné lieu
à l'évolution vers une tumeur trophoblastique, c'est la grossesse molaire. Et donc, on est le plus souvent avec, dans ces cas-là, un score à 0. Et donc, ce qui fait que l'intervalle va être en fonction. C'est sûr que si on prend la grossesse, l'accouchement précédent et qu'on ne prend pas le calcul de score, on est déjà à 6 très fréquemment, ce qui est embêtant. Le taux d'HCG, on l'a dit. Et puis, dans le bilan d'extension, on va regarder le nombre de métastases connues. Et on disait aussi la taille. C'est pour ça que c'est important d'avoir la mesure de la taille. Et un élément qui est important, vous voyez que le site pulmonaire n'est pas considéré comme de mauvais pronostic parce que extrêmement fréquent. Il y a un item particulier dont on pourra discuter qui est l'échec d'une chimiothérapie préalable, ce qui veut dire qu'on peut rescorer les patientes, ce qui est un peu inhabituel en oncologie puisque une fois qu'on a notre TNM, il ne bouge plus. Là, dans ces cas-là, on peut être amené à rescorer les patientes au fur et à mesure. Mais c'est un item vraiment particulier. Comment est-ce qu'on prend en charge une tumeur trophoblastique? Et ce sera abordé après. Avec tous ces éléments, on calcule le score FIGO. On va être soit inférieur ou égal à 6 et on va être sur un bas risque. Je suis désolé, je devrais mettre inférieur à 7, mais c'est inférieur ou égal jusqu'à 6, ce sont des bas risques. Et donc le traitement est une monochimiothérapie. Et supérieur ou égal à 7, on est sur un haut risque et c'est une polychimiothérapie. Il y a un stade anatomique que vous verrez qui existe aussi. 1, 2 ou 3, le stade 1 étant confiné à l'utérus, stade 3 c'est les poumons, et puis stade 4 tous les autres sites métastatiques. Ça a été proposé par la FIGO, on ne s'en sert jamais finalement. On n'est pas certain qu'il y ait un intérêt ni pronostique ni thérapeutique, mais on peut en discuter sans fin. Quelques exemples particuliers pour dire que ce n'est pas toujours très simple. Vous voyez que là les critères de la FIGO ils sont sans doute pas parfaits parce qu'ils sont tous bien réunis, et donc là on aurait été en droit de se dire on va traiter cette patiente et finalement le petit retard à l'allumage fait qu'elle n'a pas été traitée. Qu'elle s'est normalisée toute seule, ce qui veut dire qu'il faut accepter de ne pas trop se presser. C'était un exemple un peu particulier. Le site internet de notre centre, sur lequel vous retrouvez un certain nombre de choses, dont les RPC. Si vous êtes anglophone, vous pouvez aller sur le site de la Société internationale où il y a un livre en ligne en anglais qui est très bien fait, des chapitres très bien écrits. Je vous montre juste ici l'activité du centre qui, vous voyez, progresse au fur et à mesure grâce à vous, finalement, avec la répartition, plus c'est sombre, plus il y a des cas déclarés. On voit qu'il y a aussi des zones de France où il y a un peu de grossesse sans doute aussi, mais c'est beaucoup lié à certaines personnes qui sont plus dynamiques sur la prise en charge des grossesses molaires, que ce soit des cliniciens ou des anapathes. Je vous remercie. Donc, je suis Fabienne Alias et donc Lucie Gaillot, et nous sommes toutes les deux anapathes au centre hospitalier Lyon Sud à Lyon. Donc merci à nos collègues du centre de référence de nous avoir permis d'intervenir aujourd'hui pour vous parler un petit peu d'Anapath. On va essayer de vous présenter un petit peu notre démarche de diagnostic, les outils que nous utilisons et puis les difficultés que nous pouvons avoir. Alors, la classification OMS est récente, puisque la dernière de gynécopathologie, elle date de 2014. Donc, il y a 3 grands groupes, les grossesses molaires, les tumeurs et les lésions pseudotumorales, qu'on peut regrouper éventuellement en 2 groupes, les maladies trophoblastiques avec villosité ou les maladies trophoblastiques sans villosité. Alors, les maladies trophoblastiques avec villosité, je pensais que c'était les plus fréquentes, les molles complètes, mais bon, Jérôme, tu as l'air de dire que les molles partielles sont plus fréquentes, enfin, dans notre recrutement, enfin bon, peu importe. D'accord, ok. Donc, Jérôme, vous en avez parlé, puis je pense que Pierre-Adrien vous en reparlera ce soir. Donc, la particularité de la molle complète, c'est que c'est un matériel qui est androgénétique, c'est-à-dire les 2 lots chromosomiques sont d'origine paternelle, sauf dans d'exceptionnels cas où ce sont des molles familiales, et à ce moment-là, c'est biparental. Sur le plan macroscopique, quand on reçoit ces prélèvements de molles complètes, le matériel en général est un peu plus abondant qu'un produit de curetage normal, c'est-à-dire on est dans les 50-100 grammes de matériel, alors qu'une fausse couche, on est plutôt dans les 10 grammes, mais enfin bon, c'est pas constant non plus. Les vésicules à l'état frais, comme ça sur la photo de gauche, on les voit pas forcément très facilement parce que c'est hémorragique. Par contre, il suffit de mettre dans un liquide, par exemple ici le formol, et tout de suite,
ensuite, on peut voir les vésicules beaucoup plus facilement avec cet aspect un petit peu en grappe de raisin. Après fixation prolongée dans le formol, les vésicules sont plus facilement visibles. Sur le plan microscopique, donc je passerai vite, les critères, c'est qu'on a une seule population de villosités qui sont grandes, qui sont œdémateuses. On n'a pas de structure embryonnaire. Le stroma, donc comme c'est une molle complète, il a tendance à proliférer, à vouloir proliférer, donc il va donner ces aspects de bourgeonnement un petit peu en chou-fleur ou ces prolongements polypoïdes. On aura des images de kariorexie, c'est-à-dire des débris nucléaires au niveau du stroma. Il n'y a pas de véritable vaisseau, on a simplement des fentes vasculaires sans hématie nucléée. On a une prolifération trophoblastique donc, que vous voyez ici, qui classiquement est circonférentielle, mais ce n'est pas obligatoire non plus. Et ce trophoblaste parfois se détache et puis il se balade un petit peu comme ça et on retrouve ces amas de trophoblastes avec des atypies cytonucléaires marquées. Dans les molles complètes, souvent le site d'implantation est exagéré, c'est-à-dire que le trophoblaste du site d'implantation va un peu profondément dans le myomètre et en plus ce trophoblaste présente des atypies plus marquées que sur un site d'implantation normal. Ici vous voyez le trophoblaste qui colonise les vaisseaux avec des noyaux qui sont quand même hyperchromatiques et anisocaryotiques. Alors, la clé, le diagnostic pour le confirmer, si on veut le confirmer, on a un outil qui est immunohistochimique, c'est un anticorps qu'on va utiliser. Cet anticorps, il est dirigé contre une protéine, Lucie va vous en parler, la protéine P57, qui est codée par un gène qui ne s'exprime que si l'allèle maternel est présent. Donc, dans la molle complète, puisqu'on a que du matériel génétique paternel, il y aura une perte d'expression dans le stroma des villosités ici et dans le trophoblaste, comparativement avec un témoin où le marquage est positif dans le stroma et dans le trophoblaste. Alors, faut-il faire ou pas faire systématiquement une P57 ? Vous verrez que certains laboratoires la font, d'autres pas. Le bon sens, évidemment, en cas de doute, il faut la faire. Après, moi, sur les molles complètes, je la fais systématiquement, car parfois, ça permet de voir plusieurs contingents. Ici, un contingent de molles complètes et ici, un contingent non molaire. Les molles partielles, donc là c'est pareil, Jérôme vous en a parlé, c'est triploïde avec 2 lots chromosomiques paternels. Sur le plan macroscopique, le matériel, en général, c'est pareil qu'un produit de fausse couche banal, on n'a pas grand-chose. Très rarement, mais vraiment très rarement, on peut avoir un aspect un petit peu vésiculeux. Sur le plan microscopique, là c'est différent. Contrairement à la molle complète, on a 2 populations de villosités, des grandes villosités hydropiques et des petites villosités fibreuses. De façon classique, on dit que ces villosités, elles sont festonnées, elles ont des contours anfractueux en fjord norvégien. Des fjords islandais, c'est pas mal non plus. Ces récessus, en fonction des incidences de coupe, c'est ce qui va donner ces kystes trophoblastiques dans les villosités. Le stroma donc, est œdémateux avec des citernes. Et contrairement à la molle complète, là, on peut, mais ce n'est pas systématique non plus, parce que si les villosités sont involues, on ne retrouvera pas, mais on peut retrouver des signes de la présence d'un embryon, soit sous forme de tissus fétaux, soit sous forme d'hématie nucléée dans les lumières vasculaires. La molle invasive, le diagnostic donc, se fait, c'est les critères, donc c'est l'invasion du myomètre par des villosités. En général, ça se fait sur pièce d'hystérectomie, parce que sur les curetages, on n'a quand même en général pas de myomètre. Le principal diagnostic différentiel, c'est le choriocarcinome, car comme vous le voyez ici, on est dans le myomètre, on a du trophoblaste qui prolifère un petit peu partout, qui envahit, et on va à tort éventuellement porter un diagnostic de choriocarcinome si on ne recherche pas attentivement la présence de villosité. Et parfois, il faut faire des coupes sériées et la présence de villosité exclut le diagnostic de choriocarcinome. Si on a des villosités, c'est une moelle invasive.
Alors, quelques petites formes particulières rapidement. Donc, les grossesses gémellaires, deux possibilités. Soit on est au 2e ou au 3e trimestre avec des masses placentaires bien distinctes. Ici, par exemple, c'était un placenta à terme sur lequel on a découvert de façon fortuite. Donc, il y avait une petite zone nécrotique, hémorragique en périphérie qui correspondait en fait à un tissu de molle complète. Ou un autre cas, une fausse couche tardive d'une grossesse gémellaire où il y avait 2 placentas normaux et une 3e masse. Ici, ça se voit peut-être pas très bien, mais il y a des vésicules et en la prélèvant, il s'agit d'une molle complète. Donc, on était dans un contexte de grossesse triple avec une molle complète et avec des masses placentaires bien distinctes. C'est plus difficile au 1er trimestre où ça peut correspondre soit à une molle, à une grossesse gémellaire, donc avec une molle complète, ou bien à une mosaïque. Et là, c'est difficile, sur des produits de curetage, c'est difficile de dire la différence entre les deux. Il faudrait faire du génotypage. Le risque, je ne sais pas, peut-être on vous en parlera, dans les grossesses gémellaires, le risque de survenue d'une maladie trophoblastique serait plus important ou pas. On vous le dira. Les diagnostics différentiels, les avortements hydropiques, c'est-à-dire les villosités qui gonflent avec de l'œdème, donc ça donne ça, mais en général les contours sont réguliers, il n'y a pas de citerne. On peut avoir un trophoblaste qui prolifère, mais en fait c'est le trophoblaste des villosités crampons et il prolifère à un pôle de la villosité simplement. Toutefois, c'est quand même légitime de se poser la question dans ces avortements hydropiques. C'est pour ça qu'on en reçoit pas mal en consultation pour confirmer ou infirmer la molle, parce qu'on a quand même d'authentiques molles complètes où il y a très peu de prolifération trophoblastique et qui donc peuvent ressembler à des avortements hydropiques. Et inversement, ici un exemple d'une molle partielle où il n'y avait pas de kyste, où il n'y avait pas d'aspect festonné. Donc c'est vrai que c'est quand même légitime de se poser la question. Les aberrations chromosomiques, toutes les trisomies principalement, puisqu'on sait que ça représente environ 50% des fausses couches. Et là, c'est notre réelle difficulté parce que c'est vrai que ça ressemble beaucoup, c'est un piège. Les villosités sont également festonnées, il y a des kystes. On peut avoir une petite prolifération trophoblastique. Par contre, en général, il n'y a pas de citerne. Mais vous voyez ici, je vous ai mis quelques exemples, une trisomie 13, une trisomie 16, une trisomie 18 et une monosomie X. Et ça, vous voyez que vraiment pour nous, sur le plan morphologique, il y a quand même une grande ressemblance avec la molle partielle. Autre diagnostic différentiel, les grossesses extra-utérines, en particulier tubaires, où en général le trophoblaste est assez exubérant parce qu'il n'y a pas de caduc, donc il a du mal à s'implanter, il va avoir tendance à proliférer. Comme c'est un trophoblaste intermédiaire qui a un pouvoir d'invasion, il n'y a pas de caduc, donc à la place il infiltre la paroi de la trompe, il infiltre les vaisseaux. Et on peut avoir d'authentiques emboles vasculaires ou d'authentiques emboles de trophoblastes dans une grossesse extra-utérine tubaire, sans pour autant que ce soit une tumeur ou une molle. Enfin, dernier diagnostic différentiel, la dyspensie mésenchymateuse du placenta. Alors ce terme, il doit répondre à des critères macroscopiques et microscopiques. Dans certains articles, vous pouvez voir marqué que certains utilisent le terme de mosaïque, chimérisme, androgénétique biparentale. Je ne vais pas insister là-dessus. Par contre, ce terme doit être utilisé quand ça a été prouvé sur le plan génétique. Alors, pourquoi c'est un piège? Déjà pour vous, parce que l'aspect échographique, c'est pareil, ça peut donner un placenta lacunaire avec présence en général donc d'un embryon. Donc, vous pouvez penser soit une molle partielle, soit une gémellaire avec une molle complète. Et cet aspect lacunaire peut être visible dès le 1er trimestre. Sur le plan macroscopique, c'est pareil, ça donne des vésicules, donc ça peut en imposer pour une molle aussi. Et sur le plan microscopique, on aura des citernes, on aura un stroma œdémateux. Par contre, on n'aura pas de prolifération trophoblastique. Et là, la clé du diagnostic, elle va résider dans l'utilisation de l'immunohistochimie avec la P57.
Et la caractéristique donc de ces dysplasies mésenchymateuses du placenta, c'est qu'elle est dite discordante, elle est négative dans le stroma et positive au niveau du cytotrophoblast, ce qui ne correspond ni aux molles complètes ni aux molles partielles. Alors parfois, certains pathologistes qui connaissent pas bien l'entité, quand ils voient le stroma négatif, ils font le diagnostic de molle complète. Mais en fait, ce n'est pas une molle complète. En conclusion, donc, pour cette première partie, donc, la molle complète, l'aspect morphologique est assez typique, c'est assez facile. Et on a un outil, l'immuno avec la P57, qui est utile, qui est rapide et qui est facile. Par contre, les molles partielles, c'est sur le plan morphologique, il y a des signes qui ne sont pas spécifiques. On a beaucoup de diagnostics différentiels, d'où l'intérêt des techniques complémentaires. Alors, moi, je vais vous présenter donc, les techniques complémentaires qui sont à notre disposition pour faire le diagnostic des molles. Je vais vous parler surtout de l'immunohistochimie avec l'anticorps anti-P57, de l'hybridation in situ, qui est une technique assez pratique à utiliser dans les services d'ANAPAT, et de la technique du génotypage moléculaire. C'est la technique la plus récente et la plus informative, qui est maintenant utilisée en routine par certains centres. Donc bien sûr, il est possible de faire un karyotype, mais ça nécessite du tissu frais, et les laboratoires de cytogénétique demandent le consentement des patientes. Et il faut savoir que certains labos d'ANAPAT utilisent la technique de cytométrie de flux. Donc la P57, comme on a déjà dit, elle est codée par le gène CDKN1C, qui est un gène soumis à empreinte, c'est-à-dire que seul l'allèle maternel est exprimé. Donc dans les produits d'avortement non molaires et dans les molydatiformes partiels où il y a un lot de chromosomes d'origine maternelle, il y aura une expression normale conservée de la P57. Par contre, dans les molles complètes, où il y a deux lots d'origine paternelle, il y aura une perte d'expression de la P57. Donc l'immuno-P57, c'est vraiment l'examen de choix pour confirmer un diagnostic de molle complète. Alors les techniques d'hybridation in situ. Donc on utilise des sondes à révélation fluorescente ou chromogénique ou argentique, ce sera le même principe. On va choisir une ou deux sondes centromériques et on va choisir des sondes qui ciblent des chromosomes qui classiquement ne sont pas impliqués dans les aneuploïdies. Donc on ne choisira pas de sonde dirigée contre le chromosome 21, ni 18, etc. Donc nous, on utilise la CICH avec une sonde qui cible le centromère du chromosome 17, car il est très rarement impliqué dans les aneuploïdies. Alors voici un exemple de lame de CICH avec le centromère du chromosome 17. Donc c'est une sonde à révélation chromogénique qu'on voit par les spots rouges. Et il y a une petite contre-coloration bleu pâle qui permet de reconnaître la villosité placentaire et de reconnaître les noyaux. Alors maintenant, comment on va compter cette CICH ? Déjà, on ne comptera pas les noyaux qui n'ont qu'un seul spot, parce qu'on considère que c'est des noyaux qui ont été tronqués lors de la coupe ANAPAT à 5 microns. Donc c'est des noyaux incomplets qu'on ne compte pas. On ne comptera pas non plus les cellules du trophoblaste, parce qu'il y a des phénomènes de superposition et de polyploïdie qui rendent l'interprétation compliquée. Donc là, par exemple, sur cette image, on va compter tous les autres noyaux. Donc on voit qu'il y avait une majorité de noyaux avec 3 spots et quelques noyaux avec 2 spots. Et ça, c'était un exemple de molydatiforme partiel. On a pu faire le diagnostic de triploïdie. Alors j'en arrive à la technique du génotypage moléculaire, qui est une technique récente. Rapidement, le principe, c'est d'extraire séparément, d'un côté, l'ADN des villosités placentaires, qu'on a entouré ici sur la lame, et de l'autre côté, l'ADN de la caduque maternelle. Et ensuite, on va amplifier des séquences de microsatellites en faisant une PCR multiplex. Donc, ce génotypage moléculaire, il va non seulement permettre de dire si on est devant une diploïdie ou une triploïdie, comme faisait la CICH, mais son intérêt majeur, c'est que c'est la seule technique qui permet de dire l'origine paternelle ou maternelle du matériel génétique. Alors, je vais vous montrer rapidement comment on interprète les résultats. Donc, si on regarde, par exemple, ce microsatellite à gauche, on voit qu'il y a 2 pics, ça correspond à 2 allèles. Et il faut savoir que la hauteur d'un pic, c'est une intensité de fluorescence et que ça reflète une quantité d'ADN. Donc quand les 2 pics sont de hauteur à peu près égale, ça veut dire qu'on a 2 allèles en quantité d'ADN à peu près égale, donc une diploïdie. À l'inverse, si on regarde le microsatellite ici, en haut à droite, on voit aussi 2 pics, mais cette fois, il y en a un qui est à peu près 2 fois plus haut que l'autre, donc qui représente une quantité d'ADN double. Donc, ça nous permet d'être en faveur d'une triploïdie. C'est la même chose pour ce microsatellite en bas à droite. Cette fois-ci, on avait 3 pics, de hauteur égale. Ça signe une triploïdie.
Et une fois qu'on a déterminé la diploïdie ou la triploïdie, on va comparer le profil des villosités avec l'ADN de la mère qu'on avait extrait. Et ça va nous permettre de déterminer l'origine du matériel génétique. Alors pour cet exemple de diploïdie, donc vous voyez qu'en bas, là, c'est le profil des villosités placentaires et on superpose en haut avec le profil de la caduque maternelle. Donc là, c'était une diploïdie et on voit qu'il y a un allèle qui vient de la mère et cet allèle-là vient du père. C'est donc une diploïdie biparentale. C'était donc un avortement hydropique, ça permet d'éliminer une mole. Pour cet exemple-là, où c'était une triploïdie, on voit que l'allèle qui est 2 fois plus haut que l'autre, qui est en double dosage, on voit qu'on ne le retrouve pas sur le profil de la mère, donc il vient du père. C'est donc une triploïdie diandrique, et ça, c'est la définition d'une mole partielle. Et enfin, dernier exemple, donc un exemple de mole complète, où on a également une diploïdie, et les 2 allèles viennent du père. C'est donc une diploïdie diandrique, une mole complète. Alors maintenant, il y a aussi quelques cas où il peut être très intéressant de faire un génotypage moléculaire. Par exemple, dans des moles complètes récidivantes ou familiales, le génotypage permet de dire si c'est un matériel androgénétique ou si c'est une mole complète biparentale qui sera alors d'origine génétique. Le génotypage moléculaire peut aussi aider à rechercher la grossesse d'origine d'une tumeur trophoblastique. Et quand on est devant une tumeur très indifférenciée, il peut permettre de prouver l'origine gestationnelle de cette tumeur. On va voir un petit exemple pour chacune de ces indications. Alors là, c'était l'exemple d'une mole complète récidivante. Donc morphologiquement, elle se présentait de façon tout à fait typique. Il y avait une P57 qui était négative, mais comme elle était récidivante, on a fait un génotypage moléculaire et on s'est aperçu que c'était une diploïdie biparentale, c'est-à-dire que pour chaque microsatellite, il y avait bien un lot de chromosomes du père et un lot de chromosomes de la mère. Donc, une diploïdie biparentale, ça a permis d'orienter la patiente vers une consultation génétique pour rechercher des mutations. Alors, un autre cas, c'était une patiente qui, en 2013, avait présenté une mole complète qui avait été traitée par méthotrexate. 3 ans plus tard, en 2016, elle accouche à 40 semaines d'aménorrhée. Et 3 mois après son accouchement, elle présente une augmentation des HCG avec une image postérophindique de 20 mm à l'IRM. Et l'examen ANAPAT du produit de curetage a permis de faire le diagnostic de choriocarcinome. Donc la question qui s'est posée, c'est quelle était la grossesse d'origine de ce choriocarcinome? Est-ce que ce choriocarcinome trouvait son origine dans la grossesse récente ou dans la mole complète de 2013? Et là, on a fait un génotypage moléculaire en comparant l'ADN de la mère, qu'on avait extrait du myomètre, l'ADN du choriocarcinome de 2016 et l'ADN de la mole complète de 2013. Et on s'est aperçu que le profil du choriocarcinome de 2016 était exactement superposable à celui de la mole complète de 2013. Et ça a un intérêt majeur pour faire correctement le stade FIGO, puisque ça change à la fois le critère de la grossesse d'origine, qui n'est pas une grossesse à terme, mais une mole, et ça change également le critère du délai entre la mole et la grossesse initiale, qui l'a passé de 0 à 4 points. Alors, les limites du génotypage moléculaire, c'est que ça nécessite une plateforme de biologie moléculaire. La technique est longue et on attend d'avoir un nombre suffisant de cas pour passer une petite cohorte de cas. On a parfois des résultats non contributifs avec des résultats discordants ou des ADN qu'on a du mal à amplifier ou des problèmes de contamination entre les ADN maternels et les ADN des villosités. Alors, on va continuer maintenant donc avec on a vu les moles et on va continuer donc avec les tumeurs trophoblastiques ou les maladies trophoblastiques sans villosité. Alors, pour mieux comprendre en tout cas ces tumeurs, il faut partir un petit peu de l'histogénèse du trophoblaste. Alors, au départ, on a le cytotrophoblast qui est la cellule souche, qui est cette couche donc de cytotrophoblast qui tapisse la villosité ici. Il va pouvoir donner le syncytiotrophoblast, qui est la deuxième couche, qui, en maturant, en mourant, va donner des cellules donc multinucléées qui ensuite vont desquamer, se détacher.
Cette cellule souche, le cytotrophoblast, va également donner ce trophoblast intermédiaire des villosités, qui est un trophoblast qui prolifère, que l'on retrouve au niveau des villosités crampons. Et donc, ces villosités crampons, c'est celles qu'on retrouve au niveau du site d'implantation. Et c'est ce trophoblast intermédiaire villositaire qui va donner le trophoblast intermédiaire extravilleux, dont il y a deux types. Le trophoblast intermédiaire du site d'implantation, qui va donc avoir ce pouvoir migratoire, qui va migrer dans la caduque, dans le myomètre superficiel, dans la paroi des artères spiralées, même dans la lumière des artères spiralées. Et c'est ce trophoblast intermédiaire du site d'implantation qui va donner la réaction exagérée du site d'implantation, une lésion pseudo-tumorale, et la tumeur trophoblastique du site d'implantation. Deuxième type, donc ce trophoblast intermédiaire au niveau des membranes, donc on l'appelle de type chorionique. Il va donner le nodule du site d'implantation, qui est une lésion donc pseudo-tumorale ou une tumeur bénigne, et la tumeur trophoblastique épithélioïde. Alors, chacun de ces types trophoblastiques a un profil immunohistochimique particulier. Je ne vais pas m'étendre. La P63 peut être utile, l'HPL et les bêta-HCG. Le on va aller voir ces trois différentes tumeurs. Donc, le choriocarcinome, c'est une masse tumorale qui, en général, est hémorragique. Sur le plan microscopique, elle est formée d'une prolifération de trois types de trophoblastes, donc on dit trimorphique ou triphasique. On a du cytotrophoblast, donc ces petites cellules, voilà, qui sont riches en mitose, qui prolifèrent. Le syncytiotrophoblast, c'est ce trophoblast multinucléé. Et puis du trophoblast mononucléé, mais plus atypique, qui est du trophoblast intermédiaire. Alors là, je voudrais attirer votre attention sur les diagnostics de choriocarcinome sur produit de curetage, parce que le diagnostic est vraiment difficile quand on a peu de matériel, puis même ça reste un curetage. Et on aura plutôt tendance à retenir en fait que c'est une rétention de molle complète et simplement des amas de trophoblastes détachés. Si, bien évidemment, la patiente a des antécédents de molle complète, si le délai entre le curetage et la molle complète, il est de moins de 6 mois, c'est-à-dire qu'elle est encore récente. Si on ne voit pas de myomètre infiltré, et aussi en particulier s'il n'y a pas de masse tumorale à l'imagerie. La tumeur trophoblastique du site d'implantation, c'est aussi une masse tumorale. C'est du trophoblast du site d'implantation, donc avec ce pouvoir migratoire dans le myomètre, et également ce tropisme vasculaire qui va pénétrer les vaisseaux. Le diagnostic différentiel, c'est la réaction exagérée du site d'implantation, qui est également formée de ce même trophoblast intermédiaire du site d'implantation. Et en particulier dans les molles complètes, elle peut être parfois très floride, comme c'était le cas ici. Et donc ça peut être très inquiétant. Qu'est-ce qui va faire la différence? C'est l'index de prolifération Ki67. Donc là, on utilise cet anticorps, le Ki67, qui est un marquage nucléaire en rouge. Donc, vous voyez ici, dans une réaction exagérée, vous avez beaucoup de points rouges. Mais en fait, moi, j'aime bien utiliser un double marquage avec une cytokératine en marron qui va marquer les cellules trophoblastiques. Et là, on voit que les points rouges, donc les cellules actives, ce ne sont pas les cellules trophoblastiques, ce sont des petits lymphocytes de la zone de nidation. Alors que dans cette tumeur trophoblastique du site d'implantation, les points rouges, ils sont vraiment dans les cellules trophoblastiques et c'est ce qui va faire la différence. Donc une réaction exagérée, en général, c'est de l'ordre des 2%, et la tumeur, l'index de prolifération, il est dans les 5-10%. Ce n'est pas majeur non plus la différence. La tumeur trophoblastique épithélioïde, on a une masse tumorale. Elle est formée de cellules plus monotones, d'un stroma hyalin. Ces cellules expriment la P63. Le diagnostic différentiel, donc DTTE, c'est le nodule du site d'implantation placentaire, qui en général, donc, c'est des découvertes fortuites sur des produits de curetage. On n'a même plus notion de la grossesse précédente. Toutefois, il y a une étude récente de l'équipe des Anglais qui ont rapporté 24 cas de nodules du site atypiques, parmi lesquels il y a eu 3 cas qui ont évolué vers une maladie gestationnelle persistante. Donc pour eux, les critères de nodule atypique étaient une cellularité élevée, des atypies,
un index de prolifération Ki67 élevé, la taille de la lésion et la présence de mitose. Alors, cette entité, donc nodule du site atypique, elle est encore vraiment en cours d'évaluation. Elle ne fait pas partie de la classification. Elle a besoin d'être un peu plus évaluée. En tout cas, c'est sûr que la présence de mitose sur un nodule du site doit vraiment attirer l'attention. Alors, les tumeurs trophoblastiques, ce qui est important aussi pour vous à savoir, donc on en revient toujours à cette cellule souche, le cytotorophoblast, qui subit un événement donc oncogène et qui va donc pouvoir donner les 3 tumeurs en fonction du type de différenciation du chemin que ça va prendre, sachant qu'il y a des overlaps entre les différents 3 types puisqu'elles proviennent toutes de la même cellule souche. Et c'est donc cette plasticité qui expliquerait que parfois on peut être face à des tumeurs trophoblastiques mixtes. Dans la littérature, donc, il y a une douzaine de cas rapportés, mais nous, on en a également quelques cas au niveau du centre. Elles peuvent survenir soit après des grossesses normales, après des moles complètes ou une grossesse arrêtée non molaire. Sur le plan clinique, c'est pareil, c'est souvent des métroragies, éventuellement des signes pulmonaires en cas de métastase, parfois une aménorrhée. Le plus souvent dans ces tumeurs mixtes, donc qui associent 2 contingents, le plus fréquent c'est un contingent de choriocarcinome plus un contingent de tumeurs trophoblastiques du site d'implantation ou de TTE, et rarement on a TTE plus TTSI. En tout cas, ce qui est important, c'est de ne pas méconnaître ce contingent de TTSI ou de TTE, car à la fois le pronostic et la prise en charge sont différents. Enfin, je voulais vous parler aussi, donc toujours pour en revenir à cette ontogénèse là des tumeurs, à cette cellule souche, donc avec cette possibilité de se différencier dans les 3 lignées. Parfois, la différenciation elle est un petit peu bloquée à ce niveau, et en fait, on aura à la fois une morphologie et un profil immunohistochimique qui sera discordant, et on n'arrivera pas à classer ces tumeurs dans une de ces 3 cases. Et dans ces cas-là, donc, on va parler de tumeurs trophoblastiques intermédiaires inclassables. Donc, ce sont des tumeurs indifférenciées, comme leur nom l'indique, et les diagnostics différentiels, cela va être les carcinomes indifférenciés non gestationnels, en particulier les carcinomes de l'endomètre ou d'un autre site. Ce qui est encore plus troublant, c'est que ces carcinomes indifférenciés non gestationnels, ils peuvent comporter des cellules syncytiotrophoblastiques-like qui vont sécréter des HCG, donc on aura un petit taux sérique d'HCG positif et ça va pouvoir faire errer encore le diagnostic. Donc, de quels outils on dispose là pour savoir si c'est gestationnel ou non gestationnel? L'immuno, bien malheureusement, elle est peu contributive puisque ces cellules sont indifférenciées, donc elles ont perdu leur marqueur. Et puis, inversement, donc, dans ces carcinomes indifférenciés d'origine gynécologique ou autre, eh bien, ils peuvent contenir ces cellules qui peuvent exprimer l'HCG. Donc, on va avoir tendance à dire c'est gestationnel, mais en fait, ça n'est pas forcément. Et là, donc, on va en revenir donc à l'utilité du génotypage moléculaire qui va pouvoir nous aider dans ces cas. Voilà, donc c'était un exemple d'une tumeur très indifférenciée et pour laquelle on avait comparé en génotypage moléculaire d'un côté l'ADN de la patiente et de l'autre côté l'ADN de la tumeur. Et là, de façon très claire, il y avait dans le matériel génétique de la tumeur du matériel d'origine paternelle. Pardon. Donc ça a prouvé l'origine gestationnelle de cette tumeur. Voilà, donc en conclusion, donc, je vous le redis, la mole complète, en général, le diagnostic est facile pour les anapathes. La mole partielle, il est plus difficile, c'est pas spécifique, il y a beaucoup de diagnostics différentiels. On a des techniques complémentaires. D'un autre côté, si on rate le diagnostic, c'est pas très grave, ça évolue peu vers une maladie gestationnelle persistante. J'attire votre attention toujours sur cette difficulté de diagnostic de choriocarcinome sur produits de curetage. Je pense que vous avez des choriocarcinomes qui ont évolué favorablement sans traitement, qui peut-être étaient pas des choriocarcinomes. C'est vraiment difficile, il faut être très prudent.
Le diagnostic également de tumeurs trophoblastiques sur petits fragments, il faut toujours tenir compte de l'imagerie. Vous voyez revenir un diagnostic donc soit de chorioca, de TTE ou de TTSI. Il faut être sûr que quand même à l'imagerie vous avez une masse tumorale. Il faut connaître l'existence de ces tumeurs trophoblastiques mixtes ou inclassables, l'utilité des techniques complémentaires aussi, dont certains laboratoires peuvent disposer. Et enfin, donc, bien sûr, l'examen ANAPAT a aussi ses limites et parfois on ne peut pas aller trop loin dans le diagnostic. Merci pour cette invitation. Donc, à venir parler un petit peu de l'imagerie des maladies trophoblastiques. La prise en charge, elle est bien sûr multidisciplinaire, elle peut avoir recours à des centres experts. Le gynécologue est vraiment au centre de la prise en charge, il a les données cliniques, biologiques. C'est lui qui réalise les premières données morphologiques avec l'échographie. Il peut bien sûr compter sur l'oncologue pour adapter les chimiothérapies, sur les anapates, on l'a vu notamment pour des relectures. Et puis, même si on est un petit peu moins organisé sur le plan radiologique, il peut bien sûr compter sur le radiologue et on peut se demander quel est l'apport, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'imagerie en couple plus particulièrement, puisque les échographies sont réalisées par les gynécologues. Ce qu'on va nous demander, c'est de répondre aux enjeux diagnostiques, c'est-à-dire de proposer des protocoles d'imagerie dédiés, on va le voir, pour faire un diagnostic positif, et puis bien sûr le bilan d'extension. Connaître pour le radiologue la sémiologie des maladies trophoblastiques, qui est assez singulière. Il faut aussi qu'on puisse répondre dans l'équipe aux enjeux thérapeutiques, c'est-à-dire apporter l'approche multifactorielle avec bien sûr la clinique, la biologie, mais l'imagerie, les données morphologiques. Vous allez voir qu'il y a un petit volet pour le radiologue interventionnel qui peut aider à traiter ces patientes. Donc je vous propose de voir la place et l'apport des différentes techniques d'imagerie dans la prise en charge de ces maladies. On l'a vu, il y a deux volets. Le premier volet, c'est les molidatiformes, qui sont des lésions qui sont non infiltrantes, et tout repose en imagerie sur l'échographie pelvienne, qui est généralement réalisée par les gynécologues. Ils vont bien sûr s'appuyer sur les données cliniques et biologiques. Vous voyez que les performances diagnostiques, Jérôme Massardier l'a dit tout à l'heure, sont étonnamment un petit peu basses, avec une sensibilité qui est autour de 44%, avec la difficulté parfois de faire le diagnostic avec des fausses couches non molaires ou des rétentions trophoblastiques, donc des causes de faux positifs. La sensibilité va augmenter avec le fait que ce soit une mole complète, l'âge gestationnel et puis l'expérience de l'opérateur. Le gynécologue va chercher à regarder l'absence de caractère invasif et voir s'il n'y a pas une grossesse associée. On l'a vu, il y a deux présentations radiologiques avec la sémiologie des petites villosités, ces petites cavités microkystiques, en opposant la forme partielle de la forme complète avec la présence de fœtus, d'embryons, d'un sac gestationnel liquide amniotique dans la forme partielle, à l'inverse de l'absence dans la forme complète. Le rôle du radiologue est complètement à la marge pour la molidatiforme, c'est ce que a relevé Jérôme. Les indications d'IRM sont très rares. Soit l'utérus est d'exploration difficile, il y a un utérus polymyomateux, le gynécologue a du mal à voir les lésions, ou alors il y a des lésions d'adénomiose, ou alors le morphotype de la patiente ne permet pas une bonne exploration, ou alors l'échographie est équivoque, elle ne sait pas s'il y a une infiltration du myomètre. On n'est pas tellement plus à l'aise en IRM. Ici, c'était une mole complète. Vous voyez que la zone d'insertion de la mole ici sur la zone jonctionnelle est un petit peu irrégulière. On est assez mal à l'aise. Je pensais qu'elle était infiltrante et finalement, elle n'a pas. Elle était complète non infiltrante. Donc, on a aussi des difficultés en IRM. Le deuxième volet, c'est celui des tumeurs trophoblastiques, donc des lésions qui sont infiltrantes, qui sont invasives, où on va avoir un rôle un petit peu plus soutenu. D'une part, pour répondre aux problèmes morphologiques. Alors, le stade FIGO est peu utilisé, comme l'a dit Jérôme, mais on a quand même cette approche morphologique de savoir si la lésion elle est confinée à l'utérus, si elle est dans le pelvis, s'il y a des métastases, notamment pulmonaires, ou s'il y a d'autres sites métastatiques. Et de façon un peu plus importante, et c'est là où on veille à avoir des comptes rendus un petit peu plus informatifs qui ne peuvent l'être lorsqu'on n'est pas spécialisé, c'est de donner les critères qui vont aider à implémenter le score FIGO, bien sûr hors TSI et TTE, de donner la taille des lésions, notamment la lésion utérine, et donc de pouvoir apporter des points supplémentaires, et de différencier les différents sites métastatiques en nombre, en taille de lésion, pour également donner un score un petit peu plus important et aller du bas risque vers le haut risque. Le bilan d'imagerie repose pour l'expertise pelvienne, d'abord sur l'échographie. Encore une fois, je n'ai quasiment pas l'expérience. C'est les patientes qui sont vues en première intention par les gynécologues. Ils vont faire attention, notamment à l'examen clinique, qu'il n'y ait pas d'extension vaginale qui va contre-indiquer éventuellement l'échographie pour éviter le risque hémorragique. Ils vont essayer de faire un diagnostic positif, éliminer notamment une rétention trophoblastique, vérifier que la lésion qui est présente dans l'utérus puisse être compatible avec une lésion trophoblastique, qu'il ne s'agisse pas d'un fibrome ou d'une autre formation. Bien sûr, donner la taille et la localisation de la lésion pour implémenter le score FIGO. Ils vont en apprécier le caractère infiltrant et pour ça, il va falloir utiliser systématiquement le mode Doppler,
Les tumeurs trophoblastiques sont hypervasculaires. En imagerie, c'est de véritables éponges vasculaires. On va devoir les explorer avec le mode Doppler qui vous montre les vaisseaux qui sont péritumoraux, qui vont vasculariser la lésion, mais également intratumoraux, et de pouvoir en voir le caractère infiltrant sur la zone jonctionnelle et donc faire un diagnostic positif d'une tumeur infiltrante. Il y a également des données fonctionnelles qui sont propres à l'échographie, qu'on aura moins facilement en IRM, qui sont de pouvoir tester la résistance des artères utérines. Ces éponges vasculaires vont avoir des shunts, notamment intratumoraux ou péritumoraux, entre les veines et les artères. Ça va donc effondrer les résistances dans les artères utérines. Et a priori, un index de résistance qui sera inférieur à 1 pourrait être un critère de mauvais pronostic avec un facteur de résistance à la chimiothérapie. Probablement que cet index de résistance reflète ou est un reflet indirect de la néovascularisation de la lésion. L'IRM est un peu moins systématiquement réalisée, elle l'est actuellement dans notre centre, elle est plutôt sollicitée sur des indications dans des configurations un petit peu difficiles, où les données cliniques, biologiques et radiologiques, notamment échographiques, sont un petit peu discordantes, on a du mal à faire la part des choses, lorsque l'échographie est limitée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec un utérus polymyomateux, ou lorsque les lésions sont assez volumineuses et on va vouloir en faire un bilan locorégional plus précis, le champ de vue de l'IRM est bien supérieur à l'échographie, qui est limité bien sûr par les parois du cul-de-sac vaginal. Elles sont assez volontiers réalisées, les IRM, dans le cas des TSI et des TTE qui sont assez lymphophiles, faire un bilan finalement d'un cancer du corps utérin, quel qu'il soit, et puis aussi dans le contexte de récidive, lorsqu'on a une réascension des bêta-HCG, essayer d'identifier en IRM, qui est l'examen quand même avec la meilleure résolution en contraste, pour identifier la récidive. Le protocole, il doit être dédié, et c'est souvent ce qui manque dans les relectures d'IRM qu'on peut faire dans le centre. Alors c'est moins votre partie, c'est une partie technique qui revient au radiologue, mais il faut que vous ayez, de la même façon que vous lisez les comptes rendus ANAPAT, il faut savoir relire les comptes rendus d'imagerie et vérifier que le protocole a été bien mené. Le protocole, vous devez y retrouver des séquences morphologiques T2. T2, l'urine, elle est blanche. Vous allez voir d'assez volumineuses lésions qui sont généralement hétérogènes, avec ici des petites cavités kystiques. Il faut regarder les séquences T1, l'urine, elle est noire, et ce qui est blanc en T1, c'est soit la graisse, soit du sang. Et si vous avez autant ici dans le tissu sous-cutané du blanc, c'est de la graisse, facile à reconnaître. Et puis dans la tumeur, vous voyez ici du blanc. Et le blanc, c'est des lésions qui sont assez hémorragiques. Et donc vous avez déjà ici les critères de présentation d'une tumeur trophoblastique, une lésion qui est hétérogène, en hypersignal T2 et qui saigne volontiers. Et un point clé du protocole, qu'on retrouve très rarement dans les protocoles qui sont faits dans les imageries extérieures, c'est de faire des séquences injectées. Mais en plus de faire des séquences injectées, il faut une haute résolution temporelle. C'est-à-dire qu'il faut que l'acquisition de l'IRM, après l'injection, soit faite à des temps répétés, généralement autour de 15 secondes, qui va vous donner une cinétique vasculaire, notamment une cinétique vasculaire assez propre aux tumeurs trophoblastiques qui sont hypervasculaires. Et vous en voyez ici le caractère un petit peu hypervasculaire qui est blanc en T1. Vous voyez ici la zone d'infiltration, et c'est sur ces séquences ici qu'on repère bien l'infiltration, le caractère infiltrant de la lésion, beaucoup plus difficile sur les autres temps, où les lésions se sont un petit peu plus lavées, sont homogènes avec le myomètre. Et puis ces temps hypervasculaires peuvent vous permettre notamment de faire un diagnostic précoce, soit de récidive, soit de tumeur trophoblastique en fonction du contexte, avec des petites lésions qui vont apparaître comme des lésions hypervasculaires d'emblée, qui sont petites, qui ne sont pas toujours visibles sur les autres temps. Est-ce qu'il y a une place, lorsqu'on fait une IRM, pour la caractérisation lésionnelle? Parfois, ça agace que les radiologues tentent des diagnostics histologiques. Je pense malgré tout qu'il y a une place, d'une part, pour faire un diagnostic différentiel. Dans un contexte de tumeur trophoblastique de suspicion clinique, toute lésion dans le corps de l'utérus ne correspond pas à la tumeur attendue. Donc il faut savoir la différencier d'un fibrome, dont on sait qu'il y a beaucoup de dégénérescence, kystique, myxoïde ou autre. Il peut y avoir parfois des lésions d'adénomiose, comme chez cette patiente, qui sont extrêmement confondantes. Il faut revenir à un diagnostic en imagerie, repérer ici des petits spots hémorragiques assez classiques dans l'adénomiose. Et puis parfois, ce n'est pas toujours simple sur le plan clinique, il faut faire une différence avec une rétention trophoblastique, où la lésion va être essentiellement intracavitaire, bien sûr hypervasculaire. Vous voyez que la zone jonctionnelle ici est bien limitée, c'est cette bande noire ici. Il n'y a pas d'infiltration du myomètre, on peut essayer d'aider à redresser le diagnostic. Un autre avantage d'essayer de caractériser ces lésions, c'est d'en faire le diagnostic positif, c'est-à-dire d'une part d'éliminer des lésions dans le myomètre qui ne sont pas des tumeurs trophoblastiques, mais en même temps dire, ben oui, je reconnais ce dont j'ai l'habitude ou ce que j'ai appris à reconnaître qui est une tumeur trophoblastique. Il y a bien sûr des zones de recouvrement en radiologie comme en ANAPAT, et vous voyez ici, malgré tout, 4 présentations différentes radiologiques, ici avec une molydatiforme, encore ces villosités, cet aspect assez liquidien. Ici, un choriocarcinome, une lésion qui est hypervasculaire. Tous ces flavoïdes, ces vides de flux noirs, sont des petits serpentins vasculaires qui vous montrent l'hypervascularisation assez propre de ces tumeurs. Ici, une présentation de tumeur du site, dont vous voyez une forme nodulaire, assez localisée ici dans le fond, versus une version infiltrante. On va pouvoir y revenir. Il y a un intérêt peut-être à avoir une attention plus particulière sur la présentation radiologique.
Et puis ici, des tumeurs très rares, une tumeur épithélioïde. L'objectif est ici de faire le diagnostic positif et éventuellement ne pas adresser ces patientes, notamment lorsqu'elles sont parfois, par le jeu des indications, en première intention adressées au radiologue. Le radiologue s'inquiète de voir des lésions aussi agressives, hémorragiques, vasculaires, et les adresse, et c'est arrivé il n'y a pas longtemps dans le service, comme des sarcomes, et puis le gynécologue redresse le diagnostic, fait les dosages des bêta-HCG, et finalement reconnaît qu'il s'agit d'une tumeur trophoblastique. Et puis bien sûr, vous savez qu'il y a des syndromes d'hyperstimulation, avec ici également la reconnaissance non pas de masse multikystique des deux ovaires, mais d'un syndrome d'hyperstimulation avec des kystes lutéiniques. Quoi qu'il en soit, une fois que la tumeur trophoblastique a été identifiée, il faut bien sûr en mesurer la taille, le volume par rapport à l'utérus pour le score FIGO, faire comme toute tumeur de l'utérus un bilan d'extension, en vérifier le caractère infiltrant invasif avec l'infiltration de la zone jonctionnelle. On a la même réflexion que dans les cancers de l'endomètre. Avoir une attention particulière sur cette extension, notamment voir si elle va jusqu'à la séreuse, ce qui n'est pas le cas ici, et on va être plutôt rassuré quant au risque hémorragique, notamment avec la lyse sous chimiothérapie, qui va éventuellement ne pas y avoir de rupture utérine. Ici, une tumeur assez agressive, d'une localisation un peu particulière dans le col, qui était un choriocarcinome. Vous voyez le caractère hypervasculaire. On va rassurer le chirurgien sur le fait qu'il n'y a pas d'envahissement des paramètres. On garde un cintre fibreux ici du col, le stroma externe du col qui est assez fibreux, qui n'est pas envahi. Et puis surtout, patiente qui était candidate à une chirurgie, on va faire appel aux collègues de radiologie interventionnelle, qui sont parfois avec les mêmes compétences diagnostiques, mais en pratique je ne fais pas d'interventionnel, pour qu'il y ait une embolisation utérine, une embolisation de l'artère utérine à titre préventif avant la chirurgie pour éviter qu'il y ait des complications vasculaires, et c'est un point important que de pouvoir faire appel au radiologue interventionnel. Le bilan intra-utérin, c'est encore un petit peu à la marge, c'est une étude qui a été faite, qui j'espère sera publiée un jour, qui est sur 19 patientes qui avaient eu une tumeur du site avec une IRM qui avait été également réalisée, et de voir qu'il y a des présentations finalement radiologiques assez différentes, avec, vous voyez, dans un faible cas, 8 cas, des formes nodulaires. Alors bien sûr, les formes multifocales, qui vont être candidates à une hystérectomie complète, mais des formes parfois plus focales, qui sont petites, avec des lésions qu'on pourrait presque énucléer, où peut-être que le chirurgien peut anticiper une résection partielle, et puis des formes infiltrantes, beaucoup plus diffuses, et puis parfois il n'y avait pas de tumeur. Et lorsqu'on regarde, les formes unifocales, ce sont souvent des petites lésions, avec des stades FIGO qui sont très bas, pas d'envahissement ganglionnaire sur la relecture anapathe. La forme multifocale, elle a un FIGO 4, elle est agressive. Et puis les formes infiltrantes, très souvent, elles prennent quasiment l'ensemble du corps de l'utérus. On ne pourrait pas avoir de patients candidats à une chirurgie d'oncofertilité. Et l'idée, c'était celle-là, c'était de vous dire qu'il y a peut-être des progrès à faire dans l'approche en IRM et d'essayer de faire un bilan diagnostique assez précis pour aider le chirurgien dans ces cas particuliers. Une fois que le bilan intra-utérin est fait, bien sûr, on va au bilan loco-régional avec un champ de vue qui est assez large pour l'IRM, avec la présence relativement fréquente, jusqu'à 30% notamment dans les môles complètes, des lésions étendues au vagin, et puis parfois des surprises, une atteinte ici du cul-de-sac vésico-utérin avec une patiente qui avait des hématuries et la présence d'une atteinte sur la paroi vésicale. Donc on fait un bilan utérin, on fait un bilan loco-régional, et puis ensuite on fait un bilan d'extension, et l'examen de référence, c'est le scanner, comme toujours en oncologie, c'est le cheval de trait du radiologue qui s'intéresse à l'oncologie, il cherche les boules, il cherche les nodules. Ces lésions à distance, elles sont assez fréquentes, elles sont présentes jusque dans 30% des cas, et encore une fois, un point d'intention sur le protocole, savoir que ces lésions sont hypervasculaires, et le radiologue doit réaliser un scanner corps entier, en tout cas le thorax, l'abdomen, le pelvis au temps artériel, car la lésion va pouvoir être vue au temps artériel, mais va pouvoir ne plus être vue au temps portal parce qu'elle sera homogène. On fait bien sûr une acquisition au temps portal sur l'abdomen et le pelvis pour avoir une expertise sur les organes. Je reviendrai sur l'indication du crâne, et toujours faire des coupes fines, ça permet de faire des reconstructions multiplanaires qui peuvent être utiles à la détection de ces lésions. Le bilan d'extension, c'est essentiellement le thorax, plus de 80% des métastases. S'il y a des métastases sur le scanner thoracique, il faut réaliser la radio de thorax. C'est la radio de thorax qui va implémenter le score FIGO et non le scanner, même s'il y a beaucoup de lésions au scanner. Ça paraît assez difficile pour nous de comprendre ça. Il est certain qu'à la radio de thorax, vous ne verrez pas un nodule centimétrique. Les seuls nodules infracentimétriques qui se voient sur une radio de thorax, c'est des nodules qui sont calcifiés. Donc c'est généralement des nodules qui sont cicatriciels, notamment tuberculose. Et vous voyez ici une lésion qui est pourtant supracentimétrique et qui est cachée par les différentes structures osseuses. Avec un peu de mauvaise foi, on peut essayer de se demander si elle est là. Et vous voyez que la radio de thorax, elle est quand même pas très performante, mais malgré tout, c'est celle qui sert, et ça a été démontré dans le score FIGO.
je pense qu'il y a comme un intérêt de s'intéresser un petit peu au scanner, car il y a une sémiologie particulière, et il faut avoir une attention particulière, notamment sur les complications. C'est des lésions qui sont hypervasculaires, qui peuvent avoir des shunts intratumoraux, donc ça veut dire que c'est des lésions qui vont saigner, des patients qui vont pouvoir avoir des hémoptysies, avec ici des lésions angiocentrées qui font saigner les vaisseaux autour et des plages de verre dépoli. Et puis surtout, il y a un tableau clinique qui est assez particulier, qui est rarement révélateur, mais c'est des patients de pseudo-embolie chronique, pulmonaire chronique, c'est des patients qui ont des dyspnées, qui ont des effets shunt, puisqu'il y a des emboles en fait vasculaires, et c'est ces petites images d'arbres en bourgeon. Les arbres en bourgeon sont généralement des lésions qu'on retrouve dans les bronchiolites, mais là c'est un arbre en bourgeon vasculaire, avec, vous voyez, des petites lésions, et des patients qui vont pouvoir être hypoxiques, il va falloir rechercher la lésion primitive. J'ai en cas un tête que j'avais vu à la Pitié-Salpêtrière, où on cherchait, et en fait c'était une tumeur trophoblastique, et vous pensez bien que la tumeur trophoblastique, il fallait la chercher d'une autre façon que par des biopsies, puisqu'il y a un risque de biopsie. Les complications, c'est donc l'embolie tumorale, qu'elle soit microvasculaire ou dans les artères pulmonaires. C'est aussi le pneumothorax, parfois avec des modes de révélation, des lésions qui sont très hémorragiques, donc qui se nécrosent et qui peuvent être cavitaires. Et puis la malformation artério-veineuse, qui reste quand même assez à la marge. Le deuxième organe filtre, après le poumon, c'est le foie. Et vous voyez ici des lésions qui sont hypervasculaires. Il y a vraiment le feu dans le foie, et c'est vraiment le temps artériel qui vous permet d'estimer l'extension de ces lésions. Des lésions qu'il ne faut absolument pas biopsier, ce d'autant qu'elles peuvent se rompre spontanément. Vous voyez ici une patiente qui a eu un hématome sous-capsulaire hépatique avec un hémopéritoine. Et de la même façon qu'en oncologie, on cherche les boules, et on en a l'habitude à l'hôpital Lyon-Sud avec les mélanomes, c'est-à-dire qu'il faut avoir une attention partout. Je ne sais pas si vous repérez facilement ici les différentes lésions. Il faut savoir chercher partout, dans tous les organes, et pouvoir donner aux cliniciens ce compte et la mesure. Ici, des lésions improbables dans la paroi du tube digestif, ici une anse grêle, ici dans le sein, ici en sous-cutané, ici dans le pancréas, ou encore ici dans la thyroïde. Donc il faut avoir une attention particulière, il faut que vos radiologues fassent un screening très précis, comme on le fait dans le mélanome, pour aller chercher toutes les lésions et bien sûr les mesurer. Les métastases cérébrales, c'est 10% environ des lésions plus fréquentes dans le choriocarcinome non molaire. Si vous n'avez pas de lésions sur le bilan d'extension au scanner, vous pouvez ne réaliser qu'un scanner. Ça a une bonne valeur prédictive négative. En revanche, s'il y a des lésions au scanner, il faut aller vers l'IRM, qui est l'examen le plus sensible, avec des lésions, vous voyez, qui sont hémorragiques. Si elles sont hémorragiques, elles vont libérer de l'hémoglobine, qui vont libérer du fer. Et le fer est très bien visible sur les séquences T2 étoiles avec un artefact qui vous permet de voir, vous voyez, vraiment des toutes petites lésions et de faire une cartographie exhaustive si jamais il y avait un traitement chirurgical qui était à prévoir. La place du TEP scanner, elle est peu utilisée, il n'y a pas de consensus. Il y a 2 à 3 études originales avec des lésions très hétérogènes, des choriocarcinomes, des moules invasives, quelques tumeurs du site. Donc c'est difficile de pouvoir avoir une idée précise. Il est certain que le TEP scanner peut voir des lésions, notamment lorsqu'elles sont hypermétaboliques. Et a priori, il n'y a pas d'avantage par rapport au bilan morphologique. Il n'y a pas d'avantage parce que parfois, les lésions sont vues en plus à bon escient, c'est des vrais positifs. Mais bien souvent, et c'est un risque qu'on connaît en oncologie, le TEP scanner donne des faux positifs, c'est-à-dire des lésions qui ne sont finalement pas des lésions tumorales. Comme c'était le cas ici, il y a une tumeur épithélioïde qui sont beaucoup plus lymphophiles que les autres lésions avec les tumeurs du site. Des ganglions aussi qui sont peu spécifiques. On est quand même très mauvais sur les ganglions en imagerie. Soit ils sont gros, hétérogènes, irréguliers, et tout le monde est d'accord, ils peuvent être métastatiques. Soit dans ce cas-là, vous voyez qu'il est infracentimétrique ou centimétrique, il est en hypersignal diffusion. Notre médecin nucléaire avait relu, était plutôt inquiet sur la nature, et au curage, M. Golfier nous a rapporté que finalement c'était uniquement des ganglions inflammatoires. Donc le TEP scanner, probablement pas d'indication en première intention. Celle qu'on peut retenir, c'est plus de venir en deuxième intention lorsque le bilan morphologique est normal, et de venir alors identifier une maladie occulte ou résiduelle. Le patient est sous chimio, les bêta-HCG restent élevés, et on va essayer de rechercher une lésion, ou alors au contraire, la patiente est guérie, on a une réascension, on a un bilan morphologique qui nous montre des lésions dont on ne peut pas savoir, notamment ici sur le caractère un petit peu hypovasculaire, si elles sont actives ou pas, et le TEP scanner va pouvoir ici donner cette indication et permettre de bien identifier la localisation de la récidive. Donc finalement, cette planche résumée prêtée par M. Golfier, avec un bilan d'extension, et dans la culture radiologique, on a toujours l'impression d'être harcelé, qu'il n'y a jamais d'urgence à faire un bilan oncologique. Dans le cas particulier des tumeurs trophoblastiques encore plus, il faut savoir le réaliser sur sa garde, à 10 heures du soir si la patiente ne va pas bien. Il y a des taux de doublement des lésions et une augmentation des bêta-HCG qui font qu'il y a une urgence à traiter ces patientes. Et il va falloir donc être assez réactif. On fera l'échographie pelvienne, ou le gynécologue la fera, une IRM pelvienne. On fait le scanner thoraco-abdominopelvien. S'il est normal, on peut faire un scanner. S'il est anormal, bien sûr, privilégier l'IRM.
Et puis, comme on l'a déjà dit, bien faire une radio de thorax pour pouvoir faire le score FIGO et ne pas tenir compte des lésions sur le scanner thoracique. Juste pour finir, un mot sur le suivi en imagerie. Il n'y a pas de place en routine, c'est la discrétion de l'équipe soignante qui va dire si elles ont besoin de l'imagerie ou pas, notamment s'ils craignent des complications. Il y a un cas particulier, c'est le suivi. Il y a maintenant des thérapies innovantes et on s'est posé la question avec Benoît You récemment qui m'a demandé de relire 5 ou 6 patientes dans le protocole Trophimune et de savoir s'il y avait une évolution. Et je me suis finalement confronté à certaines difficultés, c'est que même dans notre centre, on n'avait pas d'imagerie toujours bien calée avant et après. On avait ici des lésions en scanner qui sont difficiles à mesurer. Le contraste lésionnel en scanner sur le pelvis n'est pas bon, alors qu'il est bien meilleur ici en IRM. Je disposais d'une IRM pré-thérapeutique, mais pas d'IRM post-thérapeutique. Comment est-ce qu'il faut évaluer ces lésions? Est-ce qu'il faut les évaluer en RECIST 1.1? Probablement que non. Est-ce qu'il faut les évaluer comme on évalue les autres tumeurs hypervasculaires? Je pense aux GIS, je pense aux hépatocarcinomes avec un RECIST modifié et finalement prendre en compte la portion hypervasculaire. Vous voyez très bien ici cette lésion, donc avant et après traitement. Ici, par immunothérapie, elle échappait au méthotrexate. On a une lésion hypervasculaire. Ici, on va avoir la même taille de lésion, donc le RECIST ne va pas être informatif. Par contre, vous voyez qu'elle est complètement dévascularisée. Est-ce qu'il faut aller vers un e-RECIST? Je ne sais pas. En tout cas, c'est des ouvertures qu'on va proposer. Le dernier point de suivi, c'est le cas rare de la malformation artério-veineuse avec une communication des veines et des artères, soit iatrogène après un curetage. Dans le cadre des tumeurs trophoblastiques, plutôt en intratumoral ou après traitement. La chimiothérapie fait fondre la tumeur, mais garde le substrat vasculaire lésionnel et ses malformations artério-veineuses jusqu'à 10 à 15% après traitement. Heureusement, elles ont rarement besoin d'un geste d'embolisation, jusque dans 2% des cas. Mais pour le clinicien, lorsqu'il y a des signes cliniques, notamment des métrorragies, éviter l'hémorragie cataclysmique. Et on va proposer un bilan IRM pour voir un petit peu la cartographie vasculaire. Et encore une fois, faire appel au radiologue interventionnel pour venir emboliser cette malformation artério-veineuse. En conclusion, l'imagerie des maladies trophoblastiques nécessite des radiologues spécialisés, c'est-à-dire spécialisés en imagerie de la femme, qui savent lire des IRM pelviennes, et également des radiologues spécialisés en interventionnel pour prendre en charge et être disponibles pour encadrer les éventuelles complications. Il y a un vrai travail à faire sur l'homogénéisation des protocoles, et peut-être que c'était l'occasion d'y réfléchir en préparant cette présentation, d'avoir des recommandations des sociétés d'onco, de gynéco et de radiologie. Elles ne sont pas disponibles, je n'en ai pas vu dans la littérature, et je pense que c'est difficile de ne pas faire une IRM pour explorer ces lésions sans faire des temps dynamiques injectés. Il ne faut pas surveiller ces lésions en scanner sans temps artériel, sinon on loupe les lésions. Donc ça peut être l'occasion d'y réfléchir ensemble. Et au vu de ce bilan radiologique bien conduit, on va avoir finalement une approche multimodale. Vous avez vu échographie, IRM, scanner, parfois même TEP scanner, qui peuvent être complémentaires pour faire des diagnostics positifs et parfois précoces, raccourcir le délai de diagnostic. Faire un bilan d'extension dédié qui va être utile à la prise en charge. Et bien sûr, pour les radiologues interventionnels, encadrer les complications. Et je pense que les radiologues peuvent s'investir plus dans la prise en charge multidisciplinaire qu'ils ne le font actuellement pour bien sûr optimiser la prise en charge de ces patientes. Je vous remercie de votre attention. On aborde effectivement maintenant des données plus thérapeutiques. En tout cas, donc vous avez vu qu'on classait nos tumeurs trophoblastiques à bas risque et à haut risque. En fait, c'est à bas risque d'échec d'une monochimiothérapie ou à haut risque d'échec d'une monochimiothérapie. C'est ça que veut dire ce terme de risque finalement. C'est ce qu'on le disait, on parle des bas risques quand on est inférieur ou égal à 6 sur le score FIGO qui vous a été déjà expliqué un petit peu avant. Il y a plusieurs options possibles et on va essayer de les détailler, enfin pas la dernière, est-ce qu'il y a une place pour l'abstention sur une tumeur trophoblastique à bas risque? Je vous ai montré un exemple de courbe, alors oui, mais est-ce que c'est plutôt nos critères diagnostiques qui sont mauvais? C'est vraisemblable, après on peut en parler. Et il n'y a quand même que deux grandes options possibles, qui sont soit un traitement médical, soit un traitement chirurgical, et dont on commence à un petit peu mieux cerner les indications. Je vais commencer par le traitement chirurgical, non pas que ce soit le plus important, c'est presque plutôt celui qui est le moins habituel, pour finir par le standard qui reste le traitement médical. On a un certain nombre de données quand même sur le traitement chirurgical quand un diagnostic de tumeur trophoblastique gestationnelle a été fait, et c'est ce qui a été rappelé par Sophie et par Pascal. On n'a souvent pas de diagnostic histologique, c'est-à-dire qu'on porte un diagnostic de tumeur simplement sur une évolution du marqueur biologique, ce qui est très perturbant pour beaucoup d'acteurs, nos collègues oncologues, et sans du tout leur jeter la pierre, sont souvent très mal à l'aise de dire, alors après François Gauthier va vous le redire, on fait des polychimiothérapies sans avoir d'histologie, c'est quand même assez rare
en oncologie. Et c'est pareil finalement pour les tumeurs trophoblastiques gestationnelles, on va proposer un traitement lourd, potentiellement une chirurgie ou un traitement médical, sans aucune base histologique. Donc, qu'est-ce qu'on peut proposer comme traitement chirurgical? Le traitement le plus simple, ça pourrait être de faire un curetage, de dire, quand on a un diagnostic de tumeur trophoblastique, est-ce que le fait de faire un curetage à la patiente, ça peut la guérir? On a peu de données, on a une seule étude prospective qui était une étude internationale qui a tenté d'être menée à l'initiative de nos collègues de Toronto, et ils ont un petit peu de mal à inclure en tout cas, mais il y avait différents centres qui ne participaient pas à cette étude. Vous voyez, 60 patientes, étude prospective de phase 2, 40% d'efficacité du curetage, ce qui est finalement pas exceptionnel, mais pas si anormal, avec un cas de perforation, un cas d'hémorragie. Et ce qui ressortait de cette étude, c'est que finalement, qu'il y ait une image utérine ou qu'il n'y en ait pas, le curetage marchait dans les mêmes proportions. Même si l'échographie était jugée normale sur le bilan, il n'y avait pas nécessairement d'IRM, ben ça pouvait marcher aussi. C'était moins efficace cette attitude aux extrêmes de la vie reproductive, donc ça marchait mieux sur la fourchette 20-39 ans. Et puis c'était plus efficace pour les bas scores FIGO, on va y revenir, mais ça c'est une constante, et avec des HCG inférieurs à 10 000, mais les critères sont liés. Deuxième étude, on avait la semaine dernière notre congrès international à Amsterdam qui se tient tous les 2 ans, et donc ça a été toujours la source de communication intéressante avec d'autres collègues. Une étude menée en Égypte qui était de regarder si le fait de faire un curetage, ça permettait de diminuer le nombre de cures de méthotrexate dans les tumeurs à bas risque. Et donc, avec une méthodologie qui n'était pas très claire finalement, mais ils ont randomisé 89 patientes et ils faisaient des curetages soit à la curette, soit avec des systèmes d'aspiration, de vacuum, en tout cas, ce qui nous paraît très bizarre en France, mais qui dans certains pays avec moins de revenus que nous, c'était plus facile. Et finalement, ils ne retrouvaient pas de différence dans le groupe qui avait eu méthotrexate ou méthotrexate plus curetage, donc pas de bénéfice à faire un curetage pour a priori l'objectif principal qui était de diminuer le nombre de cures. Donc là, sur ce point-là, pas de choses particulières. Autre possibilité de traitement, l'hystérectomie, en disant est-ce que le fait de faire une hystérectomie à ces patientes est intéressant ou pas et peut être une modalité de traitement d'une tumeur trophoblastique gestationnelle. Et là, on a des données qui sont des données françaises, qui sont la plus grosse donnée en tout cas, qui est en cours de publication, et avec pas d'autres données internationales aussi homogènes. Et quand on regarde sur une étude récente donc on a fait avec la base de données du centre, sur 1000 tumeurs à bas risque, 87 hystérectomies programmées, c'est-à-dire qu'on avait prévu comme seul traitement de faire l'hystérectomie à des patientes qui n'avaient plus de désir de grossesse à un âge en rapport. Et vous voyez que le taux de succès, il n'est pas si mal. On est presque à 80% de taux de succès. On va revoir l'efficacité du traitement médical. Mais clairement, c'est maintenant des pratiques qui commencent même à apparaître dans les recommandations internationales de dire oui, l'hystérectomie peut être un traitement d'une tumeur trophoblastique à bas risque, avec sans doute des critères quand même extrêmement recherchés en tout cas. On voit quand on regarde toujours pareil sur notre série en analyse univariée, qu'il y a quand même des situations dans lesquelles ça marche mieux. Toujours pareil, un score FIGO faible, un stade FIGO, c'est-à-dire une maladie qui est limitée à l'utérus, ça paraît du bon sens, même si Pierre-Adrien pourra vous donner peut-être des données dans les discussions sur des cas un peu originaux finalement. Si les HCG sont bas, mais c'est sans doute pas indépendant non plus. Et puis ce qui est important, c'est que l'anatomopathologie n'avait pas de prédire le succès de cette attitude. En tout cas, on ne voyait pas de différence entre un choriocarcinome et une mole invasive. Mais c'est des choses qui sont possibles. Et donc l'hystérectomie, en tout cas, nous semble maintenant pouvoir être discutée. Et j'insiste sur des patientes non métastatiques, donc ça sous-entend qu'on ne fait pas d'hystérectomie sans avoir demandé à son radiologue favori de faire un bilan très complet. Et Pascal Rousset pourra donner les clés à vos radiologues favoris pour faire un bilan très précis si vous êtes dans ces démarches-là, en tout cas. Et puis évidemment, il est hors de question de faire une hystérectomie à une patiente de 30 ans, même si on vous affirme qu'elle ne voudra plus d'autres grossesses. Et nous, on s'est fixé comme limite très arbitraire de dépasser 40 ans, en tout cas, mais les jeunes femmes présentes dans la salle ont peut-être d'autres avis
sur leur projet de grossesse en fonction de l'âge. Mais voilà, il faut quand même avoir des critères extrêmement précis là-dessus, mais ça peut raisonnablement se discuter. Que le traitement recommandé finalement en première intention historique, c'est un traitement médical de monochimiothérapie et dominé très largement par le méthotrexate, également par l'actinomycine. Et le protocole le plus utilisé, c'est celui qu'on appelle du Charing Cross, qui est le centre londonien, qui est un protocole de méthotrexate, on dit 8 jours, parce qu'on va le revoir, c'est une association de méthotrexate et d'acide folinique, pas folique, folinique pour les gynécologues obstétriciens, en équivalent de rescue. Il y a un nombre de protocoles extrêmement important, donc dans une revue finalement de la Cochrane aussi, en regardant l'actino, et on pourra en reparler, il y a plusieurs protocoles d'actino, protocoles de méthotrexate, c'est extrêmement variable, avec des taux de succès, ou plutôt d'échec, qui sont extrêmement variables aussi, qui vont de 5 à 35%. Quel protocole de méthotrexate il faut utiliser? Il n'y a pas de consensus, et un papier du centre publié déjà en 2006 a essayé de répondre à cette question, et en fait c'était très compliqué, on ne pouvait pas répondre à la question, mais vous voyez qu'il y avait des protocoles en IV sur 5 jours, des protocoles en IM sur 2 fois par semaine, des protocoles en IV ou en IM sur 8 jours. Enfin, vous voyez, un certain nombre de choses extrêmement différents, et on vous dira nous lequel on utilise, mais la littérature était assez vaste là-dessus. Quand on regarde le taux de succès, ça c'est les données publiées par le centre anglais, qui a quand même un gros recrutement, même si on peut faire cocorico, le centre français est en train sans doute de devenir le deuxième plus gros centre mondial, et on ne désespère pas de tirer la bourre aux Anglais encore plus que ça, mais on est parti un peu plus tard, rien ne sert de courir, mais il fallait partir à point, mais bon, tant pis. Et quand on regarde le taux de succès de leur protocole méthotrexate, qui est le même que nous, en fonction du score FIGO, et bien finalement, on voit que le taux de succès, il est assez bon pour les bas scores FIGO 0, 1, 2, que plus on augmente dans le score FIGO, finalement, plus le taux de succès diminue. Et vous voyez que pour des scores 5, 6, on est sur des taux de succès qui sont quand même globalement faibles, 30%, 30 à 40%, mais pas plus que ça. Donc c'est quand même des données qu'il faut avoir finalement, et sur des données non publiées ressorties par Touria et Pierre-Adrien, pour regarder nos chiffres français sur les échecs du méthotrexate, finalement on est sur des progressions un petit peu différentes, mais en termes de chiffres, mais pas si éloignées que ça des chiffres anglais finalement, où on voit qu'effectivement plus le score FIGO augmente, et c'est cohérent finalement, plus le risque d'échec du méthotrexate augmente. Et donc c'est, je crois, des notions qu'il faut partager avec les patientes et partager avec vos correspondants, que vous soyez gynécologue ou oncologue, en disant ok, on va pouvoir utiliser du méthotrexate pour un score FIGO à 6, mais attention, le risque d'échec il est quand même important, donc c'est des patientes qu'il ne faut pas perdre de vue, et qu'il faut savoir éventuellement basculer vers un autre type de traitement et vers une deuxième ligne. Et ce sera le topo de Magali Provençal, qui est pas présenté tout à l'heure, mais qui est l'oncologue du centre pour la région marseillaise. L'efficacité du méthotrexate, toujours, parce qu'il y a des critères d'échec du méthotrexate, et clairement, on n'a pas de consensus très évident pour dire que cette patiente est en échec du méthotrexate. Globalement, nous, dans notre centre, sur un papier publié maintenant de façon un petit peu ancienne, en 2009, tout score FIGO confondu, on était à 14% d'échec. Sur des analyses aussi faites par Benoît You, on en reparlera, le risque d'échec était plus important dans certains cas, des HCG élevés, le diagnostic du carcinome, et puis des cinétiques, donc je vous montrerai ensuite. Que les critères cliniques qu'on utilise en France, c'est beaucoup basé sur les courbes semi-logarithmiques que vous reverrez et qu'on verra après. On considère qu'en tout cas, s'il y a une stagnation ou une augmentation du taux d'HCG après 2 cures consécutives, c'est un bon élément, nous semble-t-il, cliniquement, pour dire que la patiente est en échec de méthotrexate. C'est pas très formalisé finalement, que Benoît You en fait a beaucoup travaillé sur des marqueurs et sur des analyses de cinétique. Il ferait ça mieux que moi, c'est pas ce dont il a prévu de vous parler cet après-midi. Il y a un site internet, alors c'est pas validé en prospectif, mais ça peut vous aider éventuellement, on utilise de temps en temps. Alors Benoît nous dit attention, c'est pas validé en prospectif. Ça marche aussi pour les oncologues qui font de la prostate avec le PSA aussi, mais vous avez l'adresse du site internet, vous rentrez la date des cures, enfin la date de début des cures,
le taux d'HCG, ça vous sort une modélisation mathématique pour donner un risque d'échec effectivement du méthotrexate en disant cette patiente est probablement en échec ou pas. C'est sans doute des moyens modernes qui vont se généraliser, mais on ne l'a pas encore validé, j'insiste, en prospective, donc on continue d'avoir le coup d'œil clinique sur les courbes. Est-ce qu'il faut utiliser du méthotrexate ou de l'actinomycine? C'est une question qui est récurrente dans nos débats finalement, et avec des guerres, je ne sais pas, ce n'est pas les anciens et les modernes, mais les Américains et le reste du monde, les Anglais et le reste du monde. C'est très compliqué d'avoir des réponses parce que les protocoles qui sont testés dans les études ne sont souvent pas ceux qui sont le plus utilisés. Il y a une revue récente de la Cochrane en 2016 qui, sur les protocoles qui sont testés, mais le protocole qui est utilisé en France, qui est le protocole méthotrexate 8 jours, n'était pas dans cette revue, en tout cas. Sur les autres protocoles, il semblait qu'il y ait un avantage à l'actinomycine D. Et donc, les conclusions de cette revue, c'était qu'avec beaucoup de prudence, l'actinomycine est probablement plus à même de guérir les patientes avec une TTG à Barix, mais il y avait beaucoup de prudence dans la formulation de cette recommandation. On avait beaucoup d'espoir sur un essai dont on nous a présenté les premiers résultats la semaine dernière, qui est un essai multicentrique international, sur lequel ils n'ont pas réussi à recruter suffisamment, malheureusement, et ils ont arrêté l'essai, ils n'ont pu inclure que 53 patientes. C'était soit du protocole méthotrexate 8 jours en IM ou 5 jours en IV, contre de l'actinomycine, qui est le protocole qu'on dit PULSE, c'est-à-dire une injection IV tous les 15 jours. Ce n'est pas le protocole qu'on utilise, nous, en deuxième ligne, mais là, c'était de la première ligne, j'insiste, c'était en disant les Américains, et beaucoup de centres traitent les patientes par de l'actinomycine avec une injection tous les 15 jours. Les résultats, malgré toute cette étude, ce n'est pas de différence en termes d'efficacité entre le méthotrexate et l'actinomycine. On pensait que l'actinomycine était plus pourvoyeuse d'effets indésirables, notamment de mucite, et ça ne ressortait pas sur le nombre de patientes. Et pareil, on avait l'impression, nous, que l'actinomycine, mais on utilise un protocole un petit peu différent d'actinomycine en deuxième intention sur 5 jours, que ça donnait beaucoup d'alopécie. Et finalement, en tout cas dans cette étude-là, c'était équivalent en termes d'alopécie, et que les patientes trouvaient le méthotrexate compliqué, parce que c'est sûr que c'est une injection IM tous les 2 jours, mais les scores de qualité de vie étaient équivalents. Les pratiques anglo-saxonnes ne sont pas les nôtres, on leur dira pour la façon dont on gère nous, le méthotrexate en France. En termes d'effets indésirables, est-ce qu'on peut dire si le méthotrexate c'est mieux que l'actinomycine et toujours basé sur cette revue? En tout cas, il y avait moins de mucite sur les protocoles méthotrexate, ça paraît cohérent. Sur les complications, pareil, quand on avait repris nos complications, c'est le tableau qui est là. Il y avait quand même peu de grade 3 et de grade 4, heureusement. Il y a effectivement des complications, c'est un traitement actif, mais ça nous semble gérable. Est-ce qu'il y a d'autres alternatives que ces discussions en première intention? On l'a dit, il y a beaucoup de protocoles et chacun a adapté plus ou moins son protocole. Il peut y avoir d'autres variantes dont nous, on n'a absolument pas l'habitude. Alors, je ne sais pas si Jean-Pierre, Magali ou d'autres oncologues présents ici dans la salle ont l'habitude de ça. Des toposites qui a été décrites, 5FU, ça paraît plus exotique que... Une dose totale d'actinomycine D qui est invariable, c'est 0,5 mg. À J2, on répète la même chose sans méthotrexate. Et ensuite, on recommence à J8 par de l'oncovin et du cyclophosphamide. Et ce protocole de 8 jours de traitement est suivi de 6 jours sans rien. Puis on recommence une nouvelle cure. Donc une cure dure 14 jours, il y a 8 jours de traitement, puis 6 jours sans rien. Et ensuite on recommence une deuxième cure, puis une troisième, puis une quatrième, etc. jusqu'à ce que les HCG se normalisent. Et une fois que les HCG sont normalisés, il faut encore faire 2 cures de consolidation. Voilà une illustration du protocole, de l'utilisation du protocole EMACO. Cette patiente avait donc eu au départ, je ne sais plus quelle était la grossesse à l'origine, disons que c'était une mole. Et vous voyez que les HCG sont remontés. Le diagnostic de tumeur trophoblastique a donc pu être fait par ici. Elle avait des HCG qui étaient à 338 000. Elle a eu sa polychimiothérapie par EMACO qui a été faite après que son score FIGO ait été calculé. Et vous voyez qu'elle a quand même reçu une dizaine de cures d'EMACO. Quand on arrive là, les patientes sont globalement épuisées par ce traitement. Et vous voyez qu'il y a donc 2 cures de consolidation à faire après le premier HCG normalisé.
un autre exemple de patiente qui, juste pour illustrer que les choses ne sont pas toujours aussi limpides, cette patiente a eu à nouveau également de l'hémaco pour une tumeur à haut risque. Et vous voyez que ce qui nous est arrivé, qui nous a bien embêté, c'est qu'une fois que les HCG étaient en train d'arriver à des taux extrêmement faibles, proches du seuil, on a observé une stagnation complète des HCG. Et quand on est à son téléphone en disant oui, continuez l'hémaco, on sait très bien que la patiente en bave un petit peu. Et quand on s'est aperçu qu'au bout de 4 cures, elle était toujours à 7, on a décidé d'arrêter. Et bien nous en a pris parce que, pour des raisons qu'on ne maîtrise pas très bien, cette patiente a donc normalisé ses HCG sans poursuivre cette hémaco. Est-ce que ce protocole est efficace? Eh bien, on a des données des données de base de l'efficacité. Ce sont nos amis anglais, c'est Edward Newlands qui est à l'origine de la fondation du centre anglais 1973. Les Anglais, indiscutablement, ont une prééminence en termes de création de centres. 272 patientes, un taux de succès de 78%. Avec bien entendu une toxicité hématologique qui se gère par facteur de croissance à la demande, une alopécie systématique, une mucite extrêmement fréquente, des neuropathies que vous connaissez comme associées aux drogues qui sont dans les MACO, et une aménorrhée qui heureusement est régressive puisque, hormis patientes de plus de 40-45 ans, les patientes qui ont eu de l'hémaco ont systématiquement un retour de leurs règles, en tout cas dans plus de 80% des cas. Je reviens maintenant au problème des métastases cérébrales. C'est rare, les métastases cérébrales. Regardez, en 2014, il y avait 222 cas rapportés dans la littérature. Donc vous voyez bien que ce n'est pas un événement fréquent, mais ce sont ces patientes-là qui vont nous poser problème, cette petite proportion-là. L'incidence des métastases cérébrales quand on a un choriocarcinome est estimée aux alentours de 10%. Personne n'a des données très fiables là-dessus. Certains disent 20%. Pascal parlait tout à l'heure de 10%. Et dans cette situation de tumeurs trophoblastiques avec métastases cérébrales, elles sont toutes à haut risque, ces patientes, dès qu'elles ont des métastases cérébrales. On utilise un protocole HEMACO qui est adapté, qu'on dit fort, que les Anglais appellent HEMACO CNS pour son système nerveux central. Je vais vous le remontrer. On a dans le centre présenté une cohorte de 20 patientes, 21 patientes, ce qui n'est pas beaucoup, certes, hein, mais sur les 200 qui sont publiés dans le monde, ce n'est pas tout à fait rien. Vous voyez que sur 1200 tumeurs traitées entre la création du centre en novembre 1999 et avril de l'année dernière, il y avait 200 tumeurs trophoblastiques à haut risque, seulement, si je puis dire, et que 20 parmi celles-ci, avaient des métastases cérébrales au moment du diagnostic. Le protocole HEMACO fort, c'est celui-ci, c'est-à-dire que la dose de méthotrexate, qui était 300 mg par mètre carré, vous vous rappelez, est augmentée à 1000 mg par mètre carré. Alors nous, le gynécologue, on se dit, oula, 1000 mg par mètre carré, ça fait beaucoup. Nos amis oncologues disent, on sait très bien qu'on utilise 3000 mg par mètre carré dans des hémopathies que je ne maîtrise absolument pas. Ça reste quand même une dose de méthotrexate qui est assez conséquente. Donc c'est le protocole adapté pour les métastases, les TTG à haut risque avec métastases cérébrales. Voilà les données de survie de cette cohorte. Ce n'est que 70% de survie à 5 ans, avec une méthode de Kaplan-Meier. Et quand, par contre, on exclut les morts précoces, et je vais revenir à l'instant après sur les morts précoces, le taux de survie de ces formes avec métastase cérébrale est aux alentours de 80%. Donc on n'est plus à nos 95 ou 100% de survie. Quelles étaient les caractéristiques d'ailleurs de ces patientes avec des métastases cérébrales? Elles avaient pour 80% d'entre elles un score FIGO très élevé, des HCG à 180 000. La grossesse à l'origine de ces tumeurs était majoritairement des accouchements. 62% de ces patientes avaient donné naissance à un enfant. Et je vous ai marqué sur ce diagramme qui est celui de l'article qui a été publié par Pierre Adrien. Non, il n'est pas encore publié, pardon, excuse-moi Pierre, il est soumis. Je vous ai marqué en rouge les morts précoces. Et c'est important que vous compreniez que c'est contre ça qu'on va lutter. Première chose, en haut à droite, il y a une mort précoce avant tout traitement. Ces morts précoces, parce que ça surviennent chez des patientes qui ont une telle masse tumorale qu'elles en arrivent avec leur hémorragie intracérébrale du fait d'un diagnostic éventuellement tardif et on n'a rien le temps de faire, c'est heureusement pas fréquent, mais ça arrive. Et ensuite, on a 2 autres morts précoces qui sont survenues systématiquement pour des hémorragies intracérébrales. D'où la conclusion que si on veut espérer améliorer ces morts précoces,
il faut espérer améliorer la gestion de ces hémorragies intracérébrales et donc il faut avoir la disponibilité d'une équipe neurochirurgicale. Alors ces formes de tumeurs trophoblastiques à haut risque avec un score FIGO très élevé, actuellement, et je pense qu'on est globalement tous d'accord, même si le niveau de preuve n'est pas très élevé, pour faire de l'induction par de l'EP low dose. Cette stratégie de traitement a été un petit peu presque imposée de facto par nos collègues anglais qui ont en 2013 fait un papier dans le JCO montrant sur une étude qui n'est pas du tout une étude randomisée, c'est une sorte d'étude avant-après, qui a montré qu'ils ont presque fait disparaître leur mort précoce par l'utilisation de ce protocole d'induction qui utilise des doses des toposines qui sont standards, mais surtout des doses de cisplatine qui sont faibles, à 20 mg par mètre carré. Et on va faire généralement 2 à 3 cycles de cette EP low dose en induction avant de prendre le relais par une polychimiothérapie plus classique. Et dans nos données sur les patientes avec métastases cérébrales, malheureusement, on n'a pas une suppression des morts précoces. Les Anglais, de mémoire, rapportaient qu'ils n'avaient eu plus qu'une seule mort précoce en utilisant ce protocole EP low dose. En tout cas, même si ce n'est pas un niveau de preuve élevé, c'est les meilleures datas qu'on puisse avoir à notre disposition. Et je crois qu'on est tous d'accord avec cette idée que l'EP low dose doit être prioritaire pour ces patientes qui ont des formes à très haut risque de mort finalement. Voilà un exemple, et ça c'est un exemple qui est vraiment, si on peut dire, tout frais. L'histoire n'est pas close. Jean-Pierre connaît bien cette patiente et moi aussi. Il la voit la semaine prochaine en consultation, cette Madame G, qui après un accouchement s'est présentée avec un tableau multimétastatique. J'ai un peu oublié tellement elle en avait, mais elle en a absolument partout. C'est-à-dire des métastases cérébrales, hépatiques, pulmonaires, osseuses, etc. Et elle a été prise en charge, on peut le dire raisonnablement, par nos amis à Reims qui ont extrêmement bien géré la réanimation initiale, puisque lorsque l'oncologue nous avait contactés, il m'avait demandé est-ce que je peux la prendre en charge. Je lui ai dit à une condition exclusive, c'est que tu aies une réanimation adulte de haute qualité parce que ta patiente a toutes les chances d'aller en réa en 3 secondes. Et il s'est trouvé que 2 jours plus tard, la patiente était en réa de mémoire pour ses troubles neurologiques, je crois, hein, c'est ça. Donc cette patiente a eu une induction par EP, low dose, ce qui a permis de passer ce cap absolument critique où un traitement par polychimiothérapie trop forte risque d'induire une hémorragie intracérébrale, un syndrome de détresse respiratoire aiguë massif qui induit la mort de ces patientes. Et l'EP d'induction a permis de passer ce cap. Et suite à cette EP low dose, elle en a eu combien 4 cures 3 ou 4, voilà. Eh bien, on est passé au protocole de polychimiothérapie qui suit, c'est-à-dire le PMA. Et ce protocole de PMA est un protocole qui cette fois-ci contient des sels de platine avec des doses de cisplatine, vous voyez, qui montent brutalement. On était à 20 mg par mètre carré, on passe à 150 mg par mètre carré de cisplatine. Et là, sous contrôle de mes collègues oncologues, je pense qu'on peut dire que ça décoiffe assez sévèrement, au point qu'on arrive très difficilement à passer ces cures de PMA tant la toxicité est importante. Donc, est-ce que cette EP d'induction doit être utilisée? Nous pensons en tout cas que du fait du potentiel effet de prévention sur la mortalité précoce et de l'association d'un risque de décès précoce sur les scores FIGO très élevés, eh bien, les patientes qui ont des tumeurs trophoblastiques avec métastase cérébrale et avec un score FIGO notamment très élevé pourraient bénéficier. Le pourrait, c'est simplement pour dire que ce n'est pas un niveau de preuve 1. Faut-il faire à ces patientes une radiothérapie pancérébrale lorsqu'elles ont des métastases cérébrales? Alors là, c'est l'objet toujours de discussions avec des équipes qui sont très pro-radiothérapie. Typiquement, l'équipe de Chicago, c'est quand même assez, par habitude, font de la radiothérapie, mais je pense qu'ils sont quand même relativement isolés. Je ne crois pas être déformé à la réalité. Cette radiothérapie pancérébrale a une toxicité irréversible potentiellement importante qui fait que comme on a des taux de survie entre les différents centres à travers le monde sur ces formes à très très haut risque, des taux de survie qui sont tout à fait similaires, on admet que la radiothérapie pancérébrale en France n'est pas indiquée de principe chez ces patientes qui ont ces métastases cérébrales. Et puis un dernier point sur la thérapeutique, c'est faut-il faire du méthotrexate intratécal? Là, à nouveau, c'est une sorte de
d'incertitude avec des équipes qui sont complètement pro-méthotrexate intrathecale. Alors des équipes, je ne sais pas s'il faut dire des, mais peut-être une équipe, en l'occurrence celle de Londres, qui est fervent partisan du méthotrexate intrathecale, alors que je crois que l'immense majorité des autres équipes ne le font pas. À vrai dire, quand on fait du méthotrexate en IV, à la dose de 1000 mg par mètre carré, c'est le protocole hémacophore, on a très certainement des concentrations dans le LCR de méthotrexate qui sont faibles et qui sont peut-être bien en dessous du seuil de toxicité. Mais ça suggère en tout cas deux choses potentielles. C'est soit que les hautes concentrations de méthotrexate dans le LCR ne sont pas nécessaires, et donc du coup l'IT, on ne comprend pas très bien son utilité, soit que finalement ce n'est pas le méthotrexate qui fait le job, mais c'est peut-être plutôt l'étoposide, puisque cet étoposide a atteint de hautes concentrations dans le liquide céphalorachidien. Pour terminer, 3-4 diapos sur des situations très particulières. La vraie vie de la tumeur trophoblastique à très haut risque, c'est celle-ci, et elle ne se termine pas toujours très bien, cette histoire, et vous voyez que cette patiente qui finalement est décédée, a eu toute une série de protocoles commençant par l'EP d'induction de l'hémacophore et puis c'est toi Jean-Pierre qui a dû la gérer, tu te rappelles très bien qui c'est? Oui, exactement. Ça s'est terminé par une chirurgie thoracique, une métastasectomie cérébrale, du Taxol hebdo et la mort de cette patiente qui avait une trentaine d'années. Un autre exemple de forme un peu complexe, peut-être un peu moins, avec de l'hémaco qui semblait avoir bien marché, un rattrapage par de l'EPMA qui semblait avoir bien marché, et finalement cette femme a récidivé à nouveau avec une localisation utérine, une hystérectomie qui lui est pratiquée. Vous avez vu son année de naissance, elle est née en 90, elle a donc 23 ans. De l'épitaxol qui, un peu contre toute attente, je ne sais pas s'il faut dire comme ça, a finalement bien marché. Cette patiente a guéri, mais au prix d'une hystérectomie. Donc les choses ne sont pas toujours roses. Et probablement un dernier cas qui est assez intéressant pour nous, obstétriciens, c'est les tumeurs trophoblastiques à transmission materno-fétale. L'histoire de cette patiente très simple a accouché et son enfant, Gabin, a été pris en charge pour un choriocarcinome néonatal, une forme absolument catastrophique où il a reçu toutes les chimiothérapies du monde, il a eu une hépatectomie droite et ensuite il a eu une hépatectomie gauche. Et donc forcément il est mort puisque donc cette histoire assez tristounette a fait qu'on a été contacté par la patiente en disant « Mon fils est en train de mourir d'une tumeur trophoblastique, est-ce que je dois faire quelque chose ?» Et donc on lui a demandé de faire des HCG. Et comme on a vu au départ les HCG à 11, on s'est dit bon ben très bien, madame continue à surveiller, ça s'est normalisé. Et puis elle est repartie à la hausse et à 62, on s'est dit on va peut-être faire quelque chose. On lui a fait un bilan d'extension qui a trouvé une métastase cérébrale, une métastase surrénale. Elle a été traitée par polychimiothérapie. On prend ça comme étant la métastase d'un choriocarcinome intraplacentaire, forme extrêmement intéressante, mais on n'a pas le temps d'en parler. Et puis, de temps en temps, les hémopéritoines massifs, c'est un dernier point que je voulais évoquer. Je vous ai parlé de cette localisation digestive qui a généré un hémopéritoine. Jérôme a évoqué tout à l'heure la possibilité de ces tumeurs intramyométriales qui viennent envahir le myomètre en totalité jusqu'à la séreuse et qui peuvent donner de véritables hémopéritoines massifs que vous allez pouvoir juguler par une chirurgie. Encore faut-il que la patiente soit à proximité. Si je veux conclure sur cet ETG à haut risque, c'est vraiment un groupe à part. C'est seulement 10% des tumeurs trophoblastiques gestationnelles, puisque 90% sont des formes à bas risque. La mortalité globale, c'est à peu près 10% si on veut retenir des chiffres simples. Elle monte à 40% lorsqu'on a des scores FIGO supérieurs à 13, pardon. Et toute la stratégie, c'est minimiser le risque de mort précoce. Et dans ces cas-là, je pense qu'il est nécessaire que ces patients soient pris en charge dans des centres experts avec réa et neurochirurgie. Je vous remercie. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité. C'est un vrai plaisir de travailler avec cette équipe du Centre des maladies trophoblastiques de Lyon. Comme François vous l'a expliqué, on est un groupe de pathologistes un peu répartis un peu partout en France. Et on échange aussi pas mal entre nous. On s'envoie des photos, on s'écrit, on se téléphone et on se réunit une fois par an, à Lyon toujours. Et ces réunions annuelles où on voit tous les cas difficiles, bien sûr on a répondu avant, mais on revoit ça entre nous et c'est extrêmement formateur et extrêmement fructueux.
Et puis, je suis très contente parce que le président de la République, apprenant qu'une réunion médicale de haut niveau scientifique se déroulait à Lyon, a décidé d'aligner son voyage sur nos dates, et ce qui a permis à Jean-Pierre Lotte et moi-même de lui serrer la main hier soir. Alors, on a failli lui demander de venir faire le discours d'introduction, mais on n'a pas osé. Son planning doit être très chargé. Voilà, ça c'est un autre cas. Alors, comment ça fonctionne? François en a parlé un petit peu. On a parlé de relecture de l'âme. Finalement, il y a deux façons pour un pathologiste expert de recevoir des lames des maladies trophoblastiques, mole ou tumeur. Soit il est un petit peu connu dans sa ville, dans sa région, et maintenant c'est le cas de partout, de chacun d'entre nous. Et on a nos correspondants qui, dès qu'ils ont une suspicion de maladie trophoblastique, nous envoient les lames. Et après, nous leur envoyons un compte-rendu de relecture confirmant ou ne confirmant pas leur diagnostic initial, et on envoie un double de ce compte-rendu au centre qui va contacter le gynécologue et pour déclarer la patiente. Mais la relecture est faite avant. Et en Angleterre, il fonctionne exactement comme ça. Ou alors, c'est le gynécologue qui déclare la maladie trophoblastique au centre, et le centre contacte le pathologiste local en lui demandant d'envoyer les lames au pathologiste référent, soit de la région, soit de son choix par affinité. Voilà, donc cette dame-là, c'est une dame de ma région. Elle a eu une molydatiforme complète. Les lames, le pathologiste local a lu les lames, me les a envoyées directement en disant ça doit être pour toi parce que j'en ai fait une mole complète. On confirme quand même selon les années, dans 90 à 96% des cas, je crois, on a le bilan du centre lors de notre réunion annuelle. On confirme le diagnostic de mole complète. C'est pareil chez les Anglais, donc c'est vraiment très bien. Au fur et à mesure des années, on a éduqué les pathologistes. Je regarde Fabienne puisqu'on a fait des séances au plan, dans une réunion nationale. Localement, on fait aussi de la formation. On est prêt à, souvent moi j'appelle, je dis voilà, il y a un petit problème avec votre P57, etc. Il y a beaucoup d'échanges, ce qui fait qu'on est arrivé vraiment à augmenter les connaissances des pathologistes généralistes qui ont vraiment beaucoup de travail dans tous les domaines. Ils sont maintenant bien plus performants dans les maladies trophoblastiques. Bon, cette dame, elle a eu une surveillance des HCG après sa mole complète. Elle a donc eu ses 2 curetages. Elle négative. Les HCG restent bien négatifs et elle se présente à l'hôpital dans lequel elle avait été vue la première fois pour des saignements. Elle a une imagerie, on voit une masse à l'imagerie. Le gynécologue fait un curetage, m'envoie les lames, et là je suis bien ennuyée parce qu'il n'y a pas énormément de matériel sur le curetage, c'est très suspect. Je vais pas revenir sur toute l'immunohistochimie que Fabienne et Lucie ont bien détaillé ce matin. Et là, dans ce cas-là, François exige à juste titre, parce que ce sont des diagnostics extrêmement lourds pour nous pathologistes, mais surtout pour la patiente. François nous demande de faire une double lecture et je sais qu'à Lyon vous êtes deux référentes, donc la double lecture elle est faite systématiquement. Moi je les envoie à l'une ou l'autre des collègues sans rien dire. Je dis voilà, je t'envoie ça, je t'envoie le bloc et qu'en penses-tu? Et moi, j'aurais presque signé sur ce premier curetage la tumeur maligne du site d'implantation. Et ma collègue, qui est Louise Devime à Lille, elle me dit, j'en ai rediscuté avec des gens de mon service, je ne suis pas sûre, il faut un deuxième curetage. Bon, la patiente, ça prend du temps. Ça prend du temps, les patientes sont inquiètes, mais on va l'histoire, la sanction, c'est on va leur faire une hystérectomie, comme on vous l'a dit, elles sont jeunes, et en dehors de cette maladie trophoblastique qui leur tombe dessus, on ne sait pas trop pourquoi, elles sont en bonne santé. Donc ça, c'est la courbe de la patiente. Donc elle a ses HCG sont remontés alors qu'elle a bien respecté la période de négativation. On est sûr que ces HCG se sont bien négativés. Et vous voyez, donc j'ai eu après la pièce d'hystérectomie. C'est vrai que Pascal Rousset nous a dit ce matin qu'à l'imagerie, il y avait des formes de tumeurs du site d'implantation qui étaient de forme plus nodulaire ou alors au contraire infiltrant en masse tous les turistes. Là, on a une masse qui est nécrotique que vous voyez développée sur les deux faces. Plutôt, on a l'impression que ça part du fond utérin. L'isthme et le col étaient respectés, mais la masse, elle est j'ai pas de flèche, mais toute cette masse, elle est vraiment importante. Et vous voyez aussi que l'infiltration, il reste plus qu'un petit liseré 5 que j'avais mesuré. Elle est supérieure à 50% de l'épaisseur de la paroi. Et il reste un petit liseré sain de 4 mm.
Ah si, voilà. Donc c'était une tumeur qui mesurait, mais c'est pas toujours facile à mesurer sur la macroscopie, 4 cm et demi dans son plus gros diamètre. Et comme je vous l'ai dit, elle était infiltrante. Bon là c'est les coupes histologiques rapidement parce que Lucie et Fabienne en ont bien parlé. Sur la coupe montée, vous voyez la différence entre le myomètre et puis cette espèce de masse arrondie un peu plus claire. À droite, les atypies cytonucléaires qu'on a décrites, et puis on fait des marqueurs. Et ces cellules tumorales qui proviennent du trophoblaste intermédiaire expriment l'HPL, qui est à gauche, et les cytokératines sur la vue de droite en bas. Voilà. Donc, on a porté le diagnostic de tumeur maligne trophoblastique du site d'implantation, qui est une lésion rare. Elle survient dans à peu près 25%. Je pense que vous allez en reparler de façon plus approfondie cet après-midi. Elle peut survenir après une mole complète. Et le diagnostic n'est pas toujours facile. Il y a des diagnostics différentiels dont Fabienne a parlé également ce matin. Le site d'implantation exagéré d'une mole complète. Et surtout que dans l'histoire de cette patiente, il y avait cette notion de mole complète. Mais là, les techniques d'immunohistochimie nous aident. Et donc, d'où l'importance de cette double relecture, puisque le traitement de choix est l'hystérectomie.